Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois Davy Boudreau. Donc, c'est une personne très connue dans la vallée de la Matapédia pour plusieurs raisons. Donc, c'est un entrepreneur qui est, maintenant il est moins, mais je veux dire, il y a eu quelques business à Mkoui. C'est lui qui a aidé à fonder, entre autres, La Captive. Puis il s'est construit 3 maisons donc écologiques, du moins le plus possible, comme on en parle dans la vidéo. Puis, c'est vraiment très, très, très intéressant. On a eu une belle discussion. C'est un gars qui parle beaucoup, donc c'est facile de faire un bon épisode. Fait qu'on a eu un très bon épisode, environ 2 heures, là, donc très très content de l'avoir reçu. Donc c'est lui qui a entre autres construit ce qu'on appelle le château Boudreau, donc près du lac Castonguay. Puis très très belle maison. Je suis vraiment très content de cet épisode-là. Donc je vous invite à écouter ça jusqu'à la fin. Bon épisode. Discussion, moi je suis sourd. Non, c'est correct. Ouais. Je me disais, c'était peut-être une affaire comme les musiciens. Hein. Ouais. T'arrêtes-tu de avoir des écouteurs ou c'est correct? Ça fait quoi, ça, des Tu écouteurs? t'entends parler. Ouais, mais je m'entends parler même sans écouteurs. Non, je sais, mais c'est plus si jamais t'aurais dit, tu sais, je veux. Non. Non, c'est Non. parfait. Je Tu fais vas confiance. remonter une petite affaire ton micro. Ouais. Une petite affaire de même. Parfait. Super. 1, 2. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Hey, merci vraiment d'avoir accepté. Moi, j'aime ça vous savoir des personnalités plus. plus colorées. On va Plus dire. coloré, Ouais, tu vois, ouais. je me suis... D'ailleurs, pourquoi non. j'ai mis un chandail noir un Ouais, matin? c'est ça. C'est pour compenser. Ouais, ta exact. personnalité. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas... Tu vois, je suis une personne calme. Là. Ouais, Juste ouais. c'est un air que je me donne. Ouais, c'est ça. Hey, merci Davy d'avoir accepté. Dans le fond, je dis qu'on parlait un petit peu de. En fait, je vais parler un peu de ta construction de maison, entre autres, mais je vais commencer aussi par savoir de toi, t'as-tu étudié dans de quoi qui avait rapport à. En fait, Davy Boudreau. Donc, je ne présente même pas, mais Davy Boudreau. Donc, Bonjour. moi, j'allais dire un métier, mais c'est pas vraiment ton métier. Dans le fond, c'est vraiment bâtir tes maisons. Ah oui, pour, OK. Donc, aujourd'hui, on parle de maison. Entre de autres, construction de maison. OK, oui, parfait. mais on peut Ça me parler, va, écoute. je vais parler un peu de ton parcours aussi. Puis tout, Ah oui, non, mais ça va me faire t'en es venu plaisir. là. Parlons de maison. Ouais, c'est me ça. va, oui. Mais toi, dans le fond, t'as-tu commencé quand tu étais jeune déjà à construire pas mal? T'étais-tu déjà manuel beaucoup? T'as l'air quelqu'un qui est beaucoup... Attends. Ouais, Historiquement, là, on va partir du début. Mon Ouais. père a été entrepreneur en construction Ouais. pendant plusieurs années. Ouais. D'ailleurs, il a bâti la maison de mes grands-parents, dans laquelle que ma tante elle habite encore, c'est la rue du Plateau. Bon, elle est encore debout, c'est bon signe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça fait que mon père étant menuisier de métier, j'ai tout le temps gossé un peu. Ouais. Bon, ça se dit ça, le mot gosser? Ouais, Gosser ça du se bois. dit. Je Gosser gossais du du bois. bois. Ouais. Puis tu sais, Patenter. j'aime ça patenter, faire acheter un bisouneux. Ouais. Ouais, alors, c'est quand je pense aux mots que je dis finalement, je vais arrêter d'y penser. Non, c'est ça. J'aime bien travailler de mes mains, ouais, effectivement. OK. Puis, c'est ça. Il y a eu un moment dans mon parcours, là, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Moi, j'ai été propriétaire d'une ébénisterie avec un ami d'enfance à Montréal. Ça fait que pendant 3 ans, on a fait de l'ébénisterie, Ah ouais. je dirais haut de gamme, là, mais Ouais. avec des fois, on faisait des affaires moins haut de gamme parce qu'il fallait réussir à payer le loyer. là. Ouais. Bref, on a eu bien du fun pendant 3 ans là-bas. Ça fait que ça a été, professionnellement parlant, le début de mon parcours, si tu veux, qui est dans le domaine... OK. Fait que t'as pas étudié du tout dans le domaine de la construction? Non, mais l'ami en question, qui s'appelle Sébastien, lui, il avait étudié en arts plastiques, puis il a travaillé pendant plusieurs années avec un maître ébéniste dans le bout de Québec. OK. Tu sais, vraiment un vieux de la vieille, là, un artisan, maître ébéniste qui faisait des portes typiques en bois massif avec des insertions de bois. Puis Fait que, mettons, quelqu'un qui a une maison centenaire, il va le voir. Ce monsieur-là doit être décédé. Ben, bref, lui, dans le temps, il avait tout appris. Si tu veux, Sébastien, ça a été comme son apprenti. Là. Vraiment comme ça se faisait à l'ancienne apprenti-maître. Là. Puis, quand on a démarré notre entreprise ensemble, Sébastien m'a comme transféré ses connaissances, transmis ses connaissances. Puis, tu sais, ça a été... j'ai pas étudié dans le domaine, mais c'est un autre mode d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Mais c'était... Moi, c'est comme par mentorat, un peu. Oui. Puis, de la même manière, en construction, il m'est arrivé de me retrouver à travailler avec mon père, puis d'aider mon père, puis tu sais, ça fait que j'ai eu cet apprentissage-là aussi. Là. Ouais. Voilà. Parfait.
Puis là, quand toi, t'as habité longtemps à Montréal, dans le fond? Ouais, j'étais parti 13 ans de la région. 13 ans de la région, OK. Ouais. C'était peut-être pas uniquement à Montréal que j'ai habité, mais bref, entre autres. T'as voyagé. J'ai voyagé dans le Québec, j'ai habité dans le nord de Montréal, j'ai habité à Québec, j'ai habité à Montréal. Puis là, quand t'es revenu dans le coin, c'est là que t'as décidé de bâtir ou quand on est revenu, ma blonde puis moi, on avait un enfant, puis finalement, on en a eu 3 autres. Mais bref, on avait un enfant, puis on est revenu, on s'est acheté une ferme à Causa-Piscale. OK. Ouais, je sais pas, t'es peut-être pas au courant, là. Non, je suis pas au courant. On s'est acheté une ferme à Causa-Piscale. Okay. Puis on a fait, pendant quelques années, des paniers en ASC, en agriculture, soutenus par la communauté, là, des paniers de légumes à la ferme. Puis donc, il y avait une maison là qui était quand même bien, mais qu'on a retapé en partie, en grande partie. Vous avez fait un peu comme Marie-André faisait avec Pancho. Dans le fond. En fait, Marie-André et Pancho ont repris la ferme. Okay. Voilà. T'es connecté. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça a été notre premier gros projet de construction. Puis dans le cadre des activités de la ferme, on a construit un caveau de légumes, on a reconstruit des serres, etc. Ça fait que ça a été comme un bel apprentissage aussi, là, je te dirais. Puis donc, quand tu as revendu ça, là, c'est là que tu as décidé, je me construis une maison. Puis c'est une maison qui est quand même écologique, on va dire, surtout avec des matériaux réutilisés beaucoup, je pense, la première maison. Ouais, la première, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait déménager à Amkoui parce qu'en plus de la ferme, on avait ouvert une boulangerie. Ouais. Puis là, on s'était rendu compte que finalement, avoir une boulangerie puis avoir une ferme de légumes, maraîchère, c'est beaucoup. Ça fait que là, on avait dit, OK, on va aller vers la boulangerie. Ouais. Puis on a cherché une maison, puis à ce moment-là, on n'avait pas trouvé une maison qui nous convenait. Puis ma blonde a eu la fabuleuse idée, elle a dit, on devrait se construire. Ouais. Ah, mais quelle bonne idée! Fait que là, on a commencé à faire des plans, on a élaboré tout ça. Puis effectivement, ça a fait. Là, tu sais, à ce moment-là, on sortait de 5 ans de culture de légumes bio. On était super mindé, écologie, etc. Ouais. Je dis on l'était encore d'une autre façon, là, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on était comme au pic. Ouais. On était à notre jeunesse, plein d'énergie. Ça fait que là, on a fait des choix. Tous les choix étaient uniquement, je te dirais, ou en tout cas essentiellement axé vers qu'est-ce qui est le plus écologique, qui va émettre le moins de COV, de composés organiques volatiles dans l'air. On veut des matériaux qui ne sont pas issus de la pétrochimie, là, le moins de membranes élastomères possible. Bref, c'était très, très, très axé vers ça. Ce qui n'était pas une mauvaise chose en tant que telle, mais je t'en reparlerai plus tard. Mais au bout du compte, des fois, on a fait des choix plus difficiles, plus dispendieux, puis... est-ce qu'au final, ça va être plus écologique? Parce que est-ce que dans le temps, ça va avoir une durée plus longue? Bref, c'est des questions qu'on peut se poser, mais qu'on se posait pas à ce moment-là. Non, c'est parce que c'est sûr que si tu prends un matériel qui est écologique, mais il faut que tu le changes tous les 10 ans, mettons. Parce que l'autre qui dure 50 ans. Bref, il y a tout un calcul qui se fait. Il y a des, tu sais, pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle le calcul d'énergie grise. Là. Comment ça coûte à l'environnement de... Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est des caméras. Moi, je connais pas ça. Ouais, puis là, depuis tantôt, je me rends compte que c'est juste toi qu'on voit, même si je parle, mais là, je me suis dit... Il est là, il existe. Ouais, c'est ça. J'étais juste concentré dans la conversation, mais pas de problème. Les caméras. Parfait. C'est ça. Donc, tu sais, il y a une façon de voir là, qui s'appelle, l'énergie grise. Ouais. Tu sais, selon qu'un matériau, comment ça coûte à l'extraire, qu'est-ce que ça coûte en énergie ou en gaz à effet de serre, ou tu sais, il y a plusieurs facteurs qui sont analysés, mais chaque matériau a une cote, si tu veux. Okay. Puis, si en plus, après, c'est compliqué de s'en départir quand son cycle de vie est terminé. Fait que tout ça, toute l'énergie grise, c'est un peu tout le coût environnemental du matériau de son extraction jusqu'à son élimination. Okay. Fait que, tu sais, il y a un super site d'ailleurs en France, j'oublie le nom, le FID ou quelque chose du genre, qui évalue chacun des matériaux là, de construction en fonction de ça. Ce que moi, je n'avais pas fait, bien entendu. Ouais. Je veux dire, c'est quasiment que tu travailles dans le domaine ou que tu t'étudies dans le domaine ou que mais moi, c'était plus un passe-temps, ça me construit. Pas un passe-temps, mais c'était un à côté. Je me construisais une maison, puis après ça, mais j'avais pas le temps de passer 5 ans de préparation pour me construire. Mais non, ça. Puis surtout, tu as des enfants et tout. Puis à un moment donné, tu peux pas non plus... parce que... C'est un méchant plan. Parce que quand on a construit la maison, je t'avoue, on avait déjà 2 enfants, puis... Non, on avait déjà 3 enfants. Ouais. Puis la 4e est en route, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma blonde est enceinte, là. Je te dis que ça roulait, ça gaulait. Ouais. En bon français, ça gaulait. Ouais, ça gaulait, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas les photos, parce que je sais que tu avais fait une présentation à la bibliothèque, là.
était vraiment full intéressante avec les photos. Oui, c'est vrai, t'étais là. Oui, j'étais là. C'est ça que t'en parles. Oui. C'est moi qui ai dit, ouais, j'ai entendu ça que tu parlais pas mal. Ouais, j'ai pas de photos à te montrer. Puis, non, mais. Un peu de compte dans le fond de ma main. Si jamais il y a de quoi, je te demanderai de m'envoyer des photos, puis je pourrais en mettre peut-être dans le coin. Ok, c'est vrai que ça se peut qu'on aille parler déjà, que les gens aient déjà vu des photos à ce moment-ci. Non, mais je pourrais en mettre une peut-être dans ce coin-là. Ouais, là. Ok, parfait. Fait qu'on là, peut marque le temps, m'envoyer une couple de photos. Là, t'es rendu à 8 minutes 50. À 8h50, mettre une photo. C'est sûr que ça, c'est pas grave parce que là, je dis ça, mais généralement, mes podcasts, je fais mon montage, mais je l'écoute pas au complet. Fait que, fait que là, ça me demanderait de la job de tout les réécouter. Mais c'est pas grave, moi, ça va être. Non, mais. Bref, moi, c'est ça. Ça a été la première maison. Puis écoute, on a mis dans cette maison-là, on avait choisi. On a mis de la laine de roche en dessous de la dalle de béton. De la laine de roche faite par une compagnie canadienne à ce moment-là. Je ne sais pas encore si aujourd'hui, c'est peut-être plus des intérêts canadiens, mais la Roxul, là, c'est des matelas assez rigides que tu peux utiliser sous dalle, mais sont perspirants à vapeur d'eau. Fait que là, il n'y a pas de coupe-vapeur. Fait que, tu sais, comme je te dis, il y a toujours des questions à se poser. Il y a toujours C'est difficile de construire puis de faire des choix. Moi, je te le dis. C'est sûr que quand tu as une méthode de construction, bon, je construis une maison, puis ça va être très conventionnel. Je mets du gyps, je mets des forens ou des lattes. Après ça, je mets un coupe-vapeur. Après ça, je mets des murs en bois avec des nattes isolants de laine de verre. Puis, tu sais, une maison traditionnelle, les choix sont pas durs à faire. C'est comme ça que ça se fait dans l'industrie, ça fait qu'on le fait. Mais là, quand on se retrouve dans une maison écologique, puis que là, il y a 50 000 informations qui, bien souvent, se contredisent. Ça se dit ça, se contredisent? Se contredisent. Bon, en tout cas. Fait que c'est pas évident de faire des choix éclairés. Là. Fait qu'il faut que tu essaies de comprendre bien ta matière. Là. Fait que bref, pour chaque choix, il y a des pour et des contre. Dans la maison, là-bas, une des choses laquelle je suis fier qu'on ait pris cette décision-là, on a mis de l'ardoise sur le toit. Oui, c'est ça. L'ardoise, c'est de la pierre. Là. Ça venait de Saint-Marc-du-Laclon, ici, dans le Témiscouata. Puis, tu sais, genre 200 km d'ici, ça fait que c'est très local comme ressource. Puis, on avait un contact, ça fait qu'on a réussi un contact dans la famille des propriétaires, fait qu'on a réussi à payer ça pas trop cher. Ça reste plus cher que du Bardo. Mais... Oui, ça reste plus cher, mais je veux dire, à la limite, pour nous, c'était quand même pas pire. Puis c'était cloué avec des clous en cuir. Ça donne du temps. Le poser doit être très long. Ben, c'est la beauté de la chose quand tu fais une première maison, c'est que tu le sais pas. Ouais, c'est ça. On va faire ça de même. Là, tu t'embarques dans le projet, let's go. Mais finalement, tu te rends compte, hey, ça fait encore 1 mois et demi là, qu'on a commencé l'ardoise, puis elle n'est pas tout à fait finie. On va-tu finir un jour? Parce qu'il faut qu'on rentre dans la maison. Bref, c'est arrivé pour quelques éléments que ça a pris plus de temps, pas mal, que ce qu'on avait anticipé. Mais ça fait partie. Cette maison-là, c'était sur une dalle. Avec ça, dans le fond, tu avais mis comme la laine. La laine de roche, un isolant de laine de roche, oui. Ça, c'était en dessous pour justement isoler pour pas que ton plancher soit trop froid. Oui, voilà. Puis, c'était une dalle déposée au sol. On appelle ça... il y a plusieurs noms, là, mais une dalle monolithique ou Alaskan, parce qu'en Alaska, ils utilisent beaucoup ça. C'est souvent utilisé dans des endroits où il y a du pergélisol, entre autres, parce que tu peux pas creuser et aller te faire des fondations sous le gel. Il y a du gel tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que tu déposes cette dalle-là au sol, puis elle est renforcée sur son contour. Il y a beaucoup, beaucoup d'armature. Ça fait en sorte que si ta maison bouge justement par les mouvances du sol, c'est toute la maison complète qui penche. Donc, les portes et fenêtres suivent. Donc, les portes et fenêtres continuent d'ouvrir puis de fermer. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, la problématique du gel puis du déplacement du sol, c'est une des problématiques qu'on vit comme personne utilisatrice d'une maison. C'est que c'est de la maudit quand ta porte, c'est genre, elle ouvre l'été, mais l'hiver, elle ouvre plus parce que ta maison, elle lève à cause du gel. Fait que, bref, c'est ça. C'est ça, une dalle monolithique. C'est vraiment une dalle... qui est autonome, là, qui est déposée comme au sol. C'est une dalle coulée quand même. Oui, c'est du béton, mais tu vois, c'est justement une des questions. Est-ce que je veux utiliser du béton qui n'est pas très écologique par rapport à... je fais ça il s'est fait des dalles avec des ballots de paille puis du mortier allégé. Il s'est fait... il se fait des fois sur pilotis, comme en bois, tout simplement. Il y a plein de possibilités. Mais le béton, l'avantage, c'est que c'est son inconvénient. Là. C'est énergivore, puis c'est difficile à s'en débarrasser par après. Mais si tu construis quelque chose dans le but que ça dure, que ça perdure dans le temps, tu fais ta maison, puis tu penses que ta maison va durer 300, 400, 500 ans, je veux dire, sans dire que le béton va être écologique, à ce moment-là, au moins, ce que tu vas avoir coulé va durer longtemps. Si tu fais quelque chose, puis qu'au bout de 50 ans, il sac le bâtiment en terre, puis qu'il faut qu'il se débarrasse du solage de béton que tu as fait,
Ouais. Je veux dire, ça, là, c'est vraiment pas écologique parce Non, que c'est c'est énergivore de fabriquer le ciment Portland, puis ça demande du sable qui n'est pas une ressource renouvelable, le sable. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Parce Mais je veux dire, le sable, personne ne penserait à ça. Ouais, c'est ça, on pense pas à ça. Il y en a plein sur les plages, du sable. Ouais, mais souvent, le pire, c'est que le sable, c'est plage, vient pas de la plage. Ah, oui, Il y en a beaucoup qui font amener du sable sur les plages. Mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, c'est tellement écologique, hein, amener du sable sur une plage. Puis, moi, c'est ça, mais comme tu sais, en même temps, j'avais des questions parce que moi aussi, éventuellement, je voudrais me bâtir un petit chalet ou de quoi. Ah bon, je vais profiter pour poser mes questions. Alors, vas-y, pose des questions. Des fois que j'aurai des réponses, mais j'aimerais mentionner ici. Mes réponses ne sont pas des réponses officielles. Je me dégage de toute responsabilité face à mes réponses. C'est juste une discussion. C'est pas vraiment des... N'appliquez pas à la lettre tout ce que je vais dire. Posez des questions à des professionnels reconnus. C'est plus ton opinion qu'un fait. OK, d'accord, j'accepte. on va dissocier les deux. Un opinion et un fait, c'est pas la même chose. Bon, là, clairement énoncé. Dans le fond, t'es plus comme Richard Martineau que, mettons... Attends, là, t'es en train de parler de journaliste, là? Non, c'est pas du journaliste, c'est juste de l'opinion. Non, c'est parce que je comprends. Je veux juste comparer les faits avec une opinion. Oui, un éditorial et c'est ça. un article supposément qui relève du fait et de la vérité. Effectivement. Fait que, dans le fond, moi, j'avais pensé un jour me bâtir peut-être un petit chalet de quoi. On pense-tu vraiment que comme sur pilotis pourrait être une bonne solution? Tu sais, mettons, comme des... c'est comme visser dans la terre, dans le fond. Des pieux vissés, tu parles? Ouais. Ben écoute, ça dépend. Moi, OK, on va faire quelque chose, toi puis moi. On va partir du début. Ouais. Moi, là, si tu me parles de construction, je vais dire, c'est où que tu te construis? À la base, c'est... Ouais, parce que c'est le plan de ton sol. Parce que si tu me parles de mettre des pilotis sur le dessus d'une montagne rocheuse, non, c'est ça, je vais te dire, c'est peut-être pas l'idéal. Si tu t'en vas t'installer dans le fond d'un marais, bon, puis que pour une raison ou une autre, tu as le droit de te construire dans le marais, parce qu'un milieu humide, c'est assez rare. Mais tu comprends ce que je veux dire? Que tu te retrouves dans un sol qui... Ça va être très différent, les solutions qui vont être envisagées pour un ou l'autre. De la même manière, tu t'en vas te mettre sur le flanc nord d'une montagne cachée du soleil. Je vais t'inviter à réfléchir à ton emplacement. Je pense, moi puis ma blonde, hein, parce que quand on a souvent fait la conception, ou pas mal tout le temps fait la conception de nos maisons ensemble, à chaque fois qu'on regarde un projet, on se dit, OK, où est-ce que ça va être? Souvent, je juge pas les gens de le faire parce que c'est souvent ce qui se présente. Ils vont trouver quelque chose d'une belle maison, puis là, après ça, ils vont se trouver un terrain, puis ils vont prendre les plans de la maison qu'ils avaient trouvée, puis ils vont mettre ça sur le terrain. Mais c'est pas, je trouve que c'est l'inverse. C'est comme mettre la charrue en avant des bœufs. Ouais, c'est ça. Tu dois d'abord, à mon sens, à moi, trouver l'endroit où tu vas t'installer. Puis cette recherche-là, c'est bien de la faire au préalable, puis d'inclure tout de suite, de penser tout de suite à ce que ça va être ton besoin dans ta maison. Si tu penses que tu veux sauver de l'argent dans ton chauffage, ben, il faut que tu penses à essayer d'avoir un ensoleillement du côté sud, à pouvoir bénéficier de ça, voir s'il y a des brisements pour te cacher justement des grands vents. Il y a plusieurs facteurs que tu peux regarder, puis ta recherche de terrain va se faire en fonction de ça. Une fois que tu vas avoir trouvé un spot, puis je t'avoue que c'est pas toujours évident, c'est assez de trouver un spot, mais bon, une fois que tu as trouvé un spot où tu vas te bâtir, ben là, tu vas faire la conception du bâtiment en fonction du terrain et non l'inverse. Tu décides pas de modeler un terrain en fonction d'une maison que tu voudras avoir. Non, c'est ça. Tu trouves un terrain, puis après ça, tu dis, OK, comment les besoins que je veux combler, je peux les combler sur ce terrain-là? Ben, je vais trouver une façon de construire qui va répondre à mes besoins, puis qui va s'adapter au terrain. Je pense que c'est la base. Ouais, ben oui. Donc, à ta question, sur pilotis, c'est une bonne idée? Peut-être. Ouais. Mettons comme sur le bord d'un lac, ça pourrait peut-être être une bonne idée si c'est... Ben, tu sais, il y a plein... Encore là. Ça peut être en roche, tu vas regarder si c'est sur le bord d'un lac. C'est quoi la ligne des hautes eaux aux 10 ans puis aux 100 ans? Parce qu'il peut y avoir des inondations, on le voit fréquemment. Essayer de t'éclairer de toute façon, je pense que les permis ne te seront pas octroyés dans une zone inondable, mais bref, tu peux quand même envisager. Si tu te mets sur pilotis parce que tu penses être dans un sol qui est assez humide, puis ça peut être une bonne idée, mais je veux dire, tu vas l'étudier en fonction de ton terrain. Mais tu sais, moi, les maisons sur pilotis, la question que je me pose souvent, c'est comment je vais faire en sorte que mon plancher reste chaud? Tu comprends? Il y a une grosse perte de chaleur qui se fait par le dessous. Pense à toutes les vérandas de maisons qui avancent
dans le vide, là, puis tu rentres en dedans, puis tu te gèles les pieds dans l'espace qui est oui. sur l'espace qui est comme en suspension dans l'air. Là. Il y a ça, puis il y a aussi même l'entrée d'eau, la sortie aussi des Oui, OG, exactement ça. Il faut que ça soit des boîtes qui soient isolées, suffisamment profonds, puis pour que ça puisse ne pas geler, etc. Ça reste des questionnements. C'est ça. Mais c'est pas une mauvaise idée en tant que telle. Ça. Ça dépend juste comment elle est faite. Dans le fond, il y a un avantage, mais il faut toujours compter toutes les modifications qu'il faut que tu fasses, vu que c'est à l'air en dessous. Oui, exactement. Ben, est-ce que 3 saisons, c'est pas si pire, mais l'hiver, c'est pas le best. Ouais, mais même 3 saisons, je veux dire, quand tu t'en vas à l'automne, là, dans ton chalet, parce que t'es tout content, puis tu t'en vas là-bas, puis que ça prend 3 jours avant que tu réussisses à te réchauffer parce que t'as les pieds gelés. Là, parce que, je veux dire, à l'automne, il fait pas tout le temps chaud. Non, c'est ça. Mais c'est juste, ça peut se faire, ça peut bien s'isoler, un plancher. Là. Si tu t'en vas mettre, je sais pas moi, 4 pouces d'uréthane en dessous de ta bâtisse, ça va être isolé. Là. Puis si ton plancher, en plus, admettons que tu as fait ça avec des pannes, puis que tu coules une slab de béton, puis qu'il y a des tuyaux radiants dedans, je veux dire, ton plancher peut être chauffé, chauffant, puis très bien isolé en dessous, puis hyper confortable. Des solutions, il y en a. Maintenant, il y a une question de budget, il y a plein de questions qui continuent de... Dans ta première maison, ton plancher, était quand même pas pire? La slab, c'est une slab qu'on a fait justement avec des tuyaux, avec un chauffage radiant. Un chauffage hydronique, on va dire. En plus, là, la première maison, ça fait 15 ans à peu près? 2000... Ma fille est née en 2008. OK, fait 15 ans. C'est 2008. Ouais, c'est ça. Ça fait 49. Ouais, ça fait 15 ans. 15 ans. Ça, ouais. Puis, c'est vrai que le 15 ans, c'était pas si rare que ça, des planchers chauffants. C'était pas si rare. Tu vois, nous, on avait déjà eu l'occasion d'en mettre dans une pouponnière, dans une serre pour faire pousser des légumes, là, justement à cause abscale. Fait qu'on avait eu la chance d'utiliser un système comme ça. On a bien aimé. Puis, je t'avoue, franchement, tant qu'à mettre du béton, tant qu'à faire un plancher, une slab, là, puis je le dis à tout le monde, là, si jamais vous faites du béton, peu importe, dans un garage, n'importe quel bâtiment que vous construisez, que vous faites une slab de 4 pouces et plus de béton, mettez donc des tuyaux. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'abord, mettez un isolant en dessous. Un styrofoam. Ça coûte cher, le maudit styrofoam. Là, on va en parler. Là. Mais mettez un styrofoam en dessous, là, 1 pouce, 2 pouces, en dessous de votre dalle. Mettez des tuyaux, puis faites votre dalle. Quitte à pas mettre de système de chauffage tout de suite, je veux dire, c'est pas grave. Passe tes tuyaux, ça va te coûter une coupelle de 100$. Tes tuyaux vont être dans le béton parce que tu pourras pas les mettre après. Là, non, c'est ça. Fait que tu les passes d'avance, tu les mets dedans. Parce que le jour que tu vas chauffer un plancher radiant, que tu vas te mettre les pieds là-dessus, tu ne voudras plus t'en passer. Non. Depuis ce temps-là, là, ça fait... on a eu cette maison-là, on en reparlera, mais on a fait 3 maisons. Les 3 maisons ont toutes des planchers avec des systèmes radiants dans le béton. C'est à l'eau chaude ou c'est... Oui, nous, c'est à l'eau chaude. Il y en a qui c'est à l'électricité. Il y a différentes méthodes, il y a différents moyens. La captive, la même chose, quand on a fait la rénovation du bâtiment de la captive, on a fait la dalle de béton. C'est un plancher radiant au sol. Ah, vous avez fait le plancher? Oui, tout le plancher là, devant la porte de garage jusqu'au fond, l'ensemble du plancher, en fin de compte. Ça a tout été recoulé en béton. Puis, on a mis un isolant. Puis après ça, on a mis... On a mis des tuyaux. Ah, OK, vous avez creusé jusqu'à la terre. Tout, non, c'est que la manière que c'était fait, il y avait déjà une dalle qui était tout croche, là, mais qui était stabilisée. Puis on a simplement remonté par-dessus ça. OK, vous avez remonté comme la bâtisse au complet. On n'a pas remonté la bâtisse, c'est qu'on a coulé une dalle à l'intérieur. OK. Tu sais, dans le fond, c'est que vu qu'on avait déjà comme 10-12 pieds de plafond, même si on perdait 6 pieds en bas, 6 pouces en bas, c'était pas grave. Là, on s'est retrouvés, ça a juste surélevé un petit peu le plancher partout. OK. C'est cool, ça. Puis, puis là, tu dis que ta première maison, si on est rendu là, tu avais fait le plancher chauffant déjà, puis tout. Là aussi, la méthode de chauffage, je pense que c'était cette maison-là que tu avais fait T'avais un four, pas un four, mais un poêle de masse. Un foyer de masse, oui. Excuse-moi, non, mais je te laisse chercher, je fais exprès. J'aurais pu répondre avant. C'est ça. On a fait cette maison-là, on a fait un foyer de masse. J'en ai pas fait dans les 2 autres maisons, mais je vais être franc avec toi, c'est plus une question de budget parce que c'est souvent la dernière affaire que tu mets dans ta maison, c'est un foyer de masse. Tu as souvent tout construit parce que tu veux rentrer. Puis là, tu te dis, hey, bon, maintenant, on va pouvoir se prendre le temps de faire le foyer de masse. Ben, dans les 2 dernières maisons, on est arrivé au fin on avait plus... Les échéances étaient échues. Échéances échues. Puis le budget aussi était pas mal échu. Fait que bref, ça a été... D'ailleurs, c'est la chose qui me manque le plus encore dans notre nouvelle construction, ce système de chauffage-là. C'est vraiment fantastique, un foyer de masse. Là. On utilise une ressource qui est quand même accessible dans la région ici, du bois. Puis c'est exceptionnel parce que tu chauffes pendant 2-3 heures. Tu as une attisée vraiment intense. Ton foyer absorbe cette chaleur-là.
en restitue pendant la flambée, bien sûr, mais le garde, puis éventuellement irradie une chaleur pendant 24-48 heures. Dans l'ensemble de la pièce, c'est hyper stable. C'était vraiment agréable, très confortable. Même Castor, ils en font des électriques. Donc, tu sais, la nuit, puisque l'électricité est moins chère, ça va chauffer. Ça chauffe les pierres et tout. Puis dans le jour, ben, tu sais, ça... Ben, c'est le principe de la masse. Tu sais, ça fait longtemps que ça s'utilise. Ça n'a pas été inventé récemment. Là. Les foyers de masse, c'est scandinave, c'est russe. C'est des technologies qui existent, qui sont connues depuis longtemps puis qui ont évolué tranquillement. Mais l'idée de base est la même. C'est que tu as une grosse masse thermique, qu'elle soit en pierre, en eau, peu importe. Puis cette masse-là peut emmagasiner, puis elle peut restituer lentement par la suite. Tu penses aux anciens systèmes de chauffage qu'il y avait tout partout là, dans les écoles, puis des gros calorifères en fonte, là, avec de l'eau, des systèmes à l'eau, je sais pas. Ben, c'est un peu un principe de système de masse, parce que cette eau-là est chauffée, puis elle se promène dans les calorifères, puis ça dégage longtemps de la chaleur. Oui, c'est ça, le calorifère reste chaud longtemps vu que c'est en fonte. Oui, d'abord parce qu'il est en fonte, puis aussi parce qu'il y a de l'eau. L'eau a vraiment une belle capacité d'absorption de la chaleur, puis elle peut le restituer. Ça se calcule, là. Il y a des unités là, en joules, heures, en tout cas, bref, moi, je les connais pas, mais je peux juste te dire que c'est bon. Mais c'est ça. Fait que c'est un beau système de chauffage, c'est le fun, c'est agréable. Voilà. Mais quand tu parles de ce que je vais en revenir à ce que tu disais électrique, là, c'est que, tu sais, juste ces systèmes-là, maintenant, là, il y a plein de systèmes qui vont ramasser il y a des compagnies qui se spécialisent au Québec, qui ramassent les vieux calorifères puis les mettent électriques. Ça fait que les gens branchent. Il y a un liquide caloporteur à l'intérieur. C'est peut-être pas de l'eau, c'est peut-être un calflow ou quelque chose du genre. Bref, un peu comme un Prestone ou un produit. Mais bref, c'est dans le système, puis il y a des éléments chauffants directement dans le calorifère, puis ils utilisent ça. C'est le genre de choses qui pourraient effectivement plus fonctionner quand l'électricité coûte moins cher, quand tu as des compteurs intelligents. Là. Fait que bref, ce n'est pas que les foyers de masse qui font du chauffage. Non, c'est ça. Mais ça n'aurait pas pu se faire un foyer de masse maison, on va dire. Ça se fait, là, mais la maçonnerie, ça reste un domaine qui est, d'une part, pas plus très connu. Là. Ça a déjà été très... c'est un métier traditionnel, là, mais il y a de moins en moins de maisons qui sont en briques ou en pierre. Hein, si tu regardes autour il y a plein de revêtements de l'industrie, Canexel de ce monde. Là. Fait que les gens font moins de briques. Fait que, tu sais, dans la région, je pense qu'il y a une entreprise qui fait de la maçonnerie ici dans la vallée. C'est à peu près tout. Mais je présume que... en France, dans les années 1600 et 1700, des maçons, ils devaient en avoir un méchant tapon parce que toutes les maisons puis toutes les bâtisses étaient en pierre ou en briques. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ça fait que faire un foyer de masse puis le construire soi-même, ça se fait. Il faut avoir des bons plans. L'intérieur, il faut que ce soit des briques qui sont faites avec du ciment réfractaire, qui est un ciment particulier qui est capable d'absorber une chaleur très intense, la restituer à un manteau qui, lui, va être capable, qui peut être en brique, en pierre, peu importe. Là. Fait que c'est très technique. Il existe quelques artisans qui en font là, au Québec. Il y a entre autres un artisan que je connais de réputation là, qui en fait en France, au Québec, mais c'est extrêmement dispendieux à ce moment-là. Fait que c'est ça. Donc, finalement, on avait un foyer de masse qui était un chœur, une compagnie au Saguenay. Là, ils font tout le chœur en pièces détachées en ciment réfractaire. Là. C'est un beau produit, mais tu sais, juste à titre d'exemple, là, en 2008, je me souviens que le cœur du foyer avec les trappes, les portes et tout, il n'y avait pas la brique pour ce qu'on appelle le manteau autour du foyer, là. Mais juste le cœur, ça devait nous avoir coûté à peu près 8. Il me semble que c'est 8800 avec les taxes, puis tout livré à Mkoui. C'est bon. Non, mais ça te donne une idée. J'ai fait faire des prix pour la dernière construction récemment. Quand j'ai fait faire les prix, c'était un peu avant la pandémie. Ce que j'avais payé 8800 était rendu 14 000. Puis avec la pandémie. Puis avec la pandémie, il était rendu 17 000 quelque chose. Fait que, on parle juste du cœur puis des portes. T'as pas encore mis la brique autour. La brique n'est pas mise, la cheminée n'est pas montée jusqu'en haut. Fait que, tu sais... Ça, c'est central, en plus, généralement, quand tu fais ça. Là, c'est de pas être sur le bord d'un... Comme le poêle chez nous, ce qui est sur le bord du mur. Non, il y a différentes conceptions. Ça peut être... Il y a même des gens qui en mettent dans leur sous-sol de bungalow bien traditionnel. Je sais pas comment ils font pour que la chaleur circule bien, là, mais j'ai vu plein de photos de fabricants de foyers de masse qui font ça dans toutes sortes d'endroits différents. Mais j'imagine qu'ils mettent des docks là, avec des ventilateurs. Je sais pas. On va dire. Je présume qu'il faut que ça se promène, mais ce que moi, j'ai toujours fait, c'est ça. C'était dans des pièces ouvertes, en plein central, idéalement, parce que c'est là que ça va le mieux. Mais c'est ça. Fait que là, on n'a pas fait dans les autres maisons. On l'avait fait dans la première. J'ai acheté le câble, j'ai fait le montage moi-même. Mais c'était beaucoup moins compliqué que de partir avec des briques format régulière en ciment réfractaire
puis fabriquer toute la chambre de combustion, parce que c'est une chambre spéciale. Il faut vraiment que les... C'est vraiment fantastique, la combustion du bois là-dedans, parce qu'il reste presque rien, là, comme éléments qui s'en vont dans l'atmosphère. Là. C'est vraiment une façon très, très, très écologique de brûler le bois. Okay. Dans un foyer à combustion lente, là, les nouveaux foyers certifiés EPA, là, machin, tu étouffes ton bois, tu réduis ta combustion. Oui, ils essayent de réutiliser une partie des gaz de combustion puis de les rebrûler. C'est pour ça qu'ils sont certifiés EPA maintenant. Mais ça demeure que c'est une combustion à basse température dans un foyer à combustion lente. Fait que tu brûles ton bois, mais tu l'étouffes juste assez pour qu'il continue de brûler puis longtemps. Ça fait que ça produit, veut pas, ça produit plus de cendres, ça produit des particules qui s'en vont dans l'atmosphère. C'est pas hyper écologique. Non, un foyer de masse, ça fait vraiment un feu hyper intense. Là. Je voudrais dire des chiffres en l'air, là, mais ça, au centre du feu, la température peut monter à... On va dire à peu près 900 000 degrés Celsius. Là. J'exagère probablement, mais en tout cas, c'est vraiment énorme. Puis ce qui fait que... Puis il y a une seconde combustion des gaz. Fait que, tu brûles ton bois, il produit des gaz, ces gaz-là sont rebrûlés. Puis ensuite de ça, sont évacués. Fait qu'il reste une infime partie de particules. C'est très peu polluant, etc. Tu sais, quand ils ont interdit récemment, il y a 15 ans peut-être, les poêles à bois à Montréal, exemple, parce que ça faisait de la pollution. Ben, il y a eu l'industrie de la granule, puis il y a l'industrie des foyers de masse qui sont fâchés en disant « Hey, écoutez, là, c'est vrai que brûler du bois avec une combustion lente, ça pollue, puis ça fait du smog à Montréal, mais c'est pas vrai qu'un foyer de masse ou qu'un poêle à granule, qui est un autre type de combustion assez intense, là, c'est pas vrai que ça produit blablabla. Ça fait que je pense qu'ils ont fait des exceptions, là, mais c'est un lobbying qui est difficile à combattre, là, parce qu'après ça, t'as tout le propane qui va dire « Hey, nous, on fait presque pas de pollution, chauffer au propane ou à l'hydroélectricité. » Peut-être que chauffer au propane ne fait pas tant de pollution, mais tout le reste qui entoure le propane, c'est pas... L'extraction, le raffinement. Le transporter. Tout ça. Ouais. Puis là, dans le fond, après ça, t'as décidé de construire une autre maison. Y avait-il une raison particulière pourquoi t'as décidé d'en faire une autre? C'est-tu parce que la première... C'est juste pas pour le fun, c'est pour le défi, j'imagine. Là. Ben, écoute, à ce moment-là, tu sais qu'on a été dans les artisans, dans les fondateurs de la captive. Là, j'en ai parlé tantôt, la microbrasserie. On a parti... Écoute, on avait une ferme, on a parti une boulangerie. On a vendu la ferme pour s'occuper de la boulangerie, puis on est venu s'installer à Amqui, on s'est construit une première maison. En construisant la première maison, on a parti la microbrasserie. La boulangerie, c'est comme... jumelé à ça, là. C'est comme fusionné à ça pendant un certain temps. Là, la microbrasserie, en fin de compte, pour des raisons personnelles, on a choisi de vendre nos parts. Ça fait que là, on a vendu la microbrasserie. Puis là, on s'est dit, on avait un projet de voyage à long terme avec nos enfants. Ça fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait le fun de notre maison. Tu sais, si on pouvait avoir une maison qu'on serait facile à louer, ça pourrait être intéressant. Ça fait que l'idée est sortie de, on vend nos parts de la microbrasserie. Puis, on a l'autre maison, mais c'est une maison particulière qui demande qui a des besoins particuliers. C'est une maison écologique, il faut qu'il y ait un entretien qui n'est pas le même. Puis, on s'imaginait mal la louer sur Airbnb. Pourtant, pourtant, je te dis aujourd'hui, ça serait bien fait, là, mais bon, il y a toute une côte pour se rendre en haut là. Ça fait que c'est beaucoup de... Ça demandait une présence, tant qu'à moi, pour avoir un suivi plus continu là-dessus. Ça fait qu'on a dit, on pourrait se reconstruire une plus petite maison. On va la vendre, on va en construire une plus petite, plus conventionnelle, si tu veux. Puis... on transforme un camion parce qu'on avait l'idée d'acheter un gros camion, de le transformer puis de partir en voyage avec. Moi, j'ai vu ça un petit peu. Yves va montrer ça un peu. Je travaille avec Yves des fois. Il avait montré ça, c'est un gros, je pense, un Renault, je sais pas trop. Ouais, c'est un gros camion de pompier. Mais bref, dans l'histoire, là, parce que tu me demandais pourquoi on a construit l'autre, c'est qu'on avait ce projet-là. Ça fait qu'on a dit, OK, on va se construire une autre maison. Puis éventuellement, on pourra partir en voyage, on pourra la louer. Puis fait que c'était ça notre idée de base. Fait que ça a donné à ce moment-là qu'on avait 2 personnes proches de nous qui étaient super intéressées par la maison. Fait que on leur a vendu, puis on s'est construit en bas. C'est-à-dire qu'on s'est construit, puis on a habité la maison. On a pu faire coordonner. Parce que des fois, c'est une problématique. Quand tu te construis de quoi, il faut que tu te loges en attendant. Oui, c'est ça. Fait que là, on a continué de loger dans notre maison. On s'est construit plus bas. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment construit proche de oui, c'est qu'on avait un grand terrain, mais on a été en mesure de cadastrer un petit terrain à partir du grand terrain. On s'est construit là. Puis celle-là, était-tu sur dalle aussi? Ou celle-là était différente. Quand je te parlais tantôt de localisation, celle-là se trouvait dans un terrain à forte pente. C'est un endroit qui était
dans une côte. Ouais. Fait qu'on a fait une conception, on appelle ça des tower house, ou en bon français, des maisons tours, j'imagine. Ouais. On traduit mot à mot. C'est vraiment des maisons qui n'ont pas une grosse emprise au sol, mais qui sont sur plusieurs étages. Mais là, plusieurs étages encore, faut-il se conformer à la réglementation municipale. Fait que l'étage du bas, qui est dans le fond un sous-sol avec une porte de garage, la porte de garage, il ne fallait pas qu'elle donne sur la rue parce que ça comptait comme un étage. Fait qu'à ce moment-là, on a tourné la porte, la maison comme à 90 degrés, puis l'accès au garage se fait comme en rez-de-jardin, c'est-à-dire au niveau du sol, parce que de toute façon, c'est en pente. Là. On avait cette possibilité-là. Puis la porte n'étant pas sur la rue principale, ça demeure un sous-sol. C'est vraiment une question de réglementation municipale. Il faut que ton solage soit enterré à tant de pourcents pour dire que c'est un sous-sol. Donc, nous, on était un sous-sol. Puis par-dessus ça, on a 2 étages. Puis le dernier étage, ils appellent ça un demi-étage. Dans le fond, il ne faut pas que le dernier étage occupe plus que 70 % de ton carré de maison. Fait que là, on a c'est pas un grenier. Non, fait que c'est un 2 étages et demi parce que dans ce secteur-là, c'était autorisé de faire, selon la réglementation municipale, de faire des maisons 2 étages et demi. Mais si tu la regardes d'en bas, du côté du garage, ben dans le fond, ça donne l'impression qu'il y a comme 4 étages. Tu comprends? Ça fait que c'est vraiment en hauteur, mais parce que le terrain s'y prêtait. On a donc un accès d'un côté de la maison. On accède avec une voiture, si tu veux. Mais on arrive comme au sous-sol, premier, rez-de-chaussée, premier. Ça fait qu'on arrive au premier directement. C'est là que sont les pièces de vie principales. Ça fait qu'on arrive en voiture, et on a un stationnement à l'arrière qui est à cette hauteur-là. Tandis qu'à l'avant, on est comme 2 étages plus bas. Vraiment, c'est vraiment un terrain comme ça. Ça fait que donc, on a conçu cette maison-là vraiment en fonction de ça. Ça fait que tu me demandais, c'est-tu sur une dalle? Non, on a fait un solage plus traditionnel qui est même de 10 pieds d'un côté. À cause que c'est du côté de la pente forte. C'est du côté de la pente parce que le sol s'en va jusque-là. Puis après ça s'en va en descendant. Puis après, tu as l'étage des chambres. Puis nous, on avait l'étage de chambre des enfants, puis salle de jeu des enfants, salle de bain des enfants. Après ça, c'était le coin plus commun avec salon, cuisine. Puis l'étage supérieur, ben là, il y avait une petite salle plus au soleil, blabla. Puis notre chambre à nous, puis une autre salle de bain. Fait que bref, ça avait été conçu. Ben, ça l'est toujours, là, mais je veux dire, dans le temps, nous, on l'a conçu en fonction du terrain sur lequel on allait s'installer. Orienté sud, fenestration au sud, revêtement en cèdre d'une scierie matapédienne, d'ici d'Amkoui même. C'était tout du bois brut qu'on a mis là, posé en... je me rappelle plus en français. Je m'excuse, hein, souvent, les mots, quand on fait des recherches, les ressources sont en anglais. C'est board and batten, c'est-à-dire planche et... bâton. C'est un revêtement de bois vertical là, où tu as une planche plus large, puis sur le devant, tu as une petite planche pas large qui se rajoute. Là. Des fois, c'est board and batten. C'est une finition traditionnelle. Mais nous, on a pris du bois brut de cèdre qu'on n'a pas traité. Puis ça, c'est une grosse question aussi. Il faut essayer... Moi, j'aime bien observer une maison en me disant... De quelle façon? Parce qu'on va le dire tout de suite, là. Je suis un gars lâche. Ben, ça paraît pas, là, au premier abord. On dit, ce gars-là, il a de l'air vaillant. Non. 3 maisons, mais je suis lâche. Non, mais je veux dire, à la base, là, je suis comme à peu près n'importe qui. J'aime bien, moi, ça, m'asseoir puis écouter une série à télé. Je préfère faire ça que d'aller gratter des fenêtres dehors puis peinturer mes fenêtres, tu comprends? Fait que, je veux dire... T'es humain. Pas épais, le gars. Fait que, tu sais, quand on choisit un revêtement, puis on l'a fait essentiellement, là, on aime le cèdre. Le cèdre, là, on va s'en parler, là, toi puis moi, le bois, le cèdre, qui en fait n'est pas du vrai cèdre, c'est du thuya occidentalis, on appelle ça du cèdre de l'Est. Mais c'est pas la même famille de cèdre que le cèdre rouge de l'Ouest. Là. C'est pas de la même branche, mais on l'appelle cèdre pareil. C'est un bois dans lequel il y a une substance, on va dire. Une substance qui résiste à la décomposition. Là. Toutes les piquettes de cèdre, là, de clôture du Québec au complet sont faites avec du cèdre là, parce que les piquettes de cèdre, quand tu le plantes dans le sol, ça peut toffer 20-25 ans sans pourrir. Si tu mets une piquette de sapin, là, je te garantis, moi, qu'après 3 ans, il tombe à terre pourri. Là. Tandis que du cèdre, ça peut toffer 25 ans, des fois 50 ans avant que tu le changes. Tu comprends? Parce que c'est intrinsèque, ce bois-là, cette capacité-là. On fait des garde-robes de cèdre. Bref. Fait que t'as pas besoin de le traiter. Ben, c'est que d'abord, tu sais qu'il va durer longtemps puis il pourrira pas. On va dire ça de même. Après ça, regarde toutes les vieilles bâtisses faites en bardeau. Là, les vieilles granges, les vieilles maisons, les toitures. Avant ça, ils faisaient ça beaucoup en cèdre.
ça venait tout gris, là, gris, noir, peu importe. Là. Il n'y a rien, il n'y a pas de traitement là-dessus. Non, c'est ça. Moi, je pense que vu que je suis l'âge, Tu trouves ça beau. j'ai l'avantage. Je m'arrange pour aimer le vieillissement du bois de cèdre parce que ça veut dire que je le pose là. Puis si tout va bien, là, si j'ai pas à faire des modifications sur mon bâtiment, normalement, ça va être là. Puis j'y retoucherai jamais de ma vie. Là. Surtout de poser verticalement, comme une planche verticale. Là. Ouais. Pense à ça. Un arbre, comment c'est dans la forêt? C'est de bout. Ouais. C'est de bout, hein? Ouais. Et quand tu poses ta planche de bout, là, ta fibre de bois est dans ce sens-là. Ouais. Tu n'es pas contre nature. Quand tu poses ta planche, ton lambris dans l'autre sens, c'est comme si toutes tes fibres sont à l'horizontale. Fait que s'il y a de l'eau qui se reste là, qui s'accumule, t'as tendance à rester là. Moi, le cèdre, là, c'est mon ami. Fait que là, le cèdre, c'est mon ami quand il est debout. Ouais. En tout cas, bref, ça pour... Encore là, c'est plus beau de bout. Mais je veux dire, moi, je m'arrange pour aimer ça. C'est ça. Tout compris. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est sûr que ça va vieillir. Si pour toi, c'est quelque chose d'important, l'esthétique, que tu veux avoir de la couleur, puis je te comprends, là, je veux dire, c'est un choix. Là. Ouais. Ben, le cèdre, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que en peignant, je te donne un bon exemple, là, du bardeau de cèdre. Ouais. Je parlais de ça avec mon beau-père. Là. Ouais. Bon. Du bardeau de cèdre traité. Ils en vendent, là, peinturé comme là. Okay. Ben, ils donnent une garantie de 15 ans à peu près dessus. Là. Pourquoi? Un bardeau de cèdre traditionnel qui n'est pas traité, qui est juste du bois, là, que tu poses à la façon traditionnelle sur un latage pour qu'il y ait une circulation d'air d'un côté comme de l'autre, puis qu'il y a 3 étages qui se superposent. Là. C'est le bardeau, quand c'est posé, ça se superpose 3 fois. Si tu poses ça de même, là, je veux dire, ton bois est en mesure d'absorber de l'humidité, puis il est capable de respirer des deux côtés. Ça fait que ton bois va bouger légèrement. Il y a une mouvance. Tu as même un espace entre tes bardeaux pour permettre ça. Okay. Cette contraction puis cette expansion-là du bois, ça va rester comme ça. Si tu le traites, ton bois ne peut plus respirer. Si la peinture se fissure à une place ou à une autre, parce que, admettons qu'il y a une petite mouvance qui se présente, qu'est-ce qui se passe? Ben à ce moment-là, l'humidité peut pénétrer dans ton bois, mais elle ne va pas nécessairement ressortir facilement. Fait qu'au final, un bois qui est traité, un cèdre, un bardeau de cèdre traité, va être moins durable qu'un bardeau de cèdre qui ne l'est pas. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, la question, c'est, veux-tu aller gratter ton bardeau de cèdre puis le peinturer à tous les ans? Ouais, parce que ça doit écailler quasiment tous les ans. Je veux dire, on va dire... Quand tu mets 3 ans. Quand tu mets un parement en bois traditionnel, tu sais, qui est traité, faut que tu te dises, je vais faire un entretien aux 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est même une galerie. Là, mets-toi dans la tête aux 5 ans, je vais repeinturer, je vais reteindre, je vais remettre un... peu importe le produit que tu utilises, je vais m'en occuper. Si tu veux pas t'occuper, là, mais mets du plastique, là, puis je veux dire, c'est un choix, là, c'est correct. Si toi, tu as l'entretien, c'est pas quelque chose que tu as en tête, ben mets quelque chose qui va pas se dégrader. Ou, si tu veux quelque chose en bois, ben prends du cèdre, puis traite-le pas, et accepte qu'il vienne gris-noir. Ouais, c'est ça. Voilà. J'imagine que du cèdre, ça doit être dur à retrouver en 4x4 puis en 2x4, par exemple. Ça se trouve en... Oh non, il y a plein. Écoute, il y a 3 ou 4 moulins dans la région qui font du cèdre. Là. Je ne veux pas en nommer un plus qu'un autre. Là. Ouais. Mais du cèdre, ça se trouve facilement. Fait que tu préfères une galerie en cèdre, si vous avez. Ben oui. Sauf qu'elle va coûter probablement plus cher, pas mal. Ben, si tu l'achètes directement au moulin, elle ne te coûtera pas plus cher qu'acheter du bois traité. Ah non, je te dis. Ouais. Je suis très sérieux avec ça. Sauf que tu reçois quelque chose qui sort du moulin. Fait que des fois, l'épaisseur va varier un peu. Ouais, fait qu'il faut que tu penses le planer, mettons, d'un côté minimalement pour avoir une épaisseur qui soit continue quand tu vas vouloir faire ton board. Sinon, c'est ton... Je parle bien en français. Ouais. Quand tu vas faire ton patio, là, tu ne veux pas avoir un madrier qui a 2 pouces et quart, puis un madrier qui a 2 pouces et 1,8, puis un madrier qui a 2 pouces, puis que tu te promènes, puis que c'est une montagne russe. Là. Fait que oui, il va probablement falloir que tu le planes. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile à trouver, puis ça ne te reviendra pas plus cher que les morceaux de bois que tu vas acheter, traités, sapin épinette traité avec un produit dont tu peux douter à long terme des effets sur la santé de tes enfants. Là, mais c'est le traitement là-dessus. Ben là, ils ont changé, ils sont rendus avec des produits de préservation plus écologiques. Là. Ouais. Ça reste que... Si c'est fait pour tuer tous les petits microbes qui pourraient attaquer le bois, mais ça ne doit pas être fait pour... tu t'en vas pas le licher. Là. Non, c'est ça. Mais bon, le cèdre étant ce qu'il est, moi, je l'adore, puis je trouve que ça fait... Puis ça se trouve. Le plus gros problème que je trouve par rapport à ça, c'est les longueurs. Okay. Souvent, l'industrie, beaucoup, c'est du 8 pieds. Hein. Ça fait que les moulins de cèdre dans la région font pas juste du 8 pieds, mais presque exclusivement du 8 pieds.
Fait qu'il faut que tu demandes à ton moulin, hey, si tu as besoin, mettons, de planches de revêtement, que tu veux qu'il y ait 12 pieds parce que tu as un mur qui a 12 pieds dehors, mettons. Mais là, il va falloir que tu dises, hey, es-tu capable de me trouver du cèdre de 12 pieds? Là, celui-là, ça va peut-être le payer plus cher parce qu'il va falloir qu'il arrête ses machines, qu'il fasse ça. Bref, mais tout se fait. Ouais. Okay. Bah, ouais. Mais c'est ça qui doit être compliqué, justement. Toi, tu veux pas avoir de joint entre tes morceaux. Fait que c'est pour ça que tu fais couper du. Encore tu là. mets 8 pieds puis 4 pieds pour abouter, j'imagine. Encore là, ça se fait. Ça se fait, mais tu tu coupes en biseau. Puis il s'agit que ton biseau, ta planche, mettons ton mur intérieur est là, ta planche arrive comme ça, puis ta autre planche est coupée à biseau, puis ça vient se déposer par-dessus. OK. Fait que ton eau va jamais s'infiltrer. Si tes planches ont la même largeur parce que tu les as délignées toutes à 6 pouces ou à 5 pouces, ben ça va. C'est pas laid, là. Je veux dire, non, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que dans la deuxième maison, effectivement, c'était tout un parement cèdre. Puis nos étages avaient 8 pieds, mais plus l'épaisseur du plancher, ça faisait 9 pieds. OK. Fait que finalement, on n'avait pas. C'était dole, hein? Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un choix. Il nous restait de l'ardoise de l'autre construction. Fait qu'on a fait comme une bande avec des solins en acier. Là. Ça fait qu'on a une bande d'ardoise qui fait le tour. Ça fait que t'as le parement de cèdre, une série d'ardoises, un autre parement de cèdre, série d'ardoises. Fait que ça fait comme une ligne qui suit le plancher de chaque étage, en fin de compte. Fait que vous avez le plancher, on a un solin de métal, de l'ardoise, un solin de métal, puis du bois. Fait qu'on a utilisé... ce qui était une problématique, on avait juste du bois de 8 pieds, est devenu un élément architectural, un élément de design. On dit, tiens, ça va faire... Puis ça fait cute. Je veux dire, la maison, au lieu d'être un grand bâton en bois de 4 étages de haut, là, ou 3 étages de haut, ben ça, je veux dire, tu vois chacune des étages, ça a réduit un peu cet aspect-là de hauteur. Dans tes deux premières maisons, tu as fait, parce que je sais que la troisième, c'est différent un petit peu, là, mais pour l'accès à l'eau puis des affaires comme ça, tu as juste été classique, un puits... Non, même pas. C'est juste connecté. On était connecté sur la ville. Là, les aqueducs de la ville se rendaient. Oui. OK, c'était pas assez dans le bois encore pour... Non, mais c'est assez dans le bois quand même. Là. Okay. Mais tu avais encore accès à l'aqueduc quand même. Oui. OK. Ben, l'aqueduc se rendait jusqu'au terrain. Il a fallu qu'on le monte nous-mêmes. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 100 mètres, 200 pieds à monter. Ben, on l'a monté, c'est un tuyau. C'est là, avec l'entrepreneur qui était là, qui nous a amené un tuyau de blanc, là, comme la plupart des maisons. Ben oui, sauf que nous, c'était plus long. Fait que ça a coûté un petit peu plus cher de monter là, mais c'est pas grave. On était bien contents de ce qu'on faisait là. Puis y a-tu d'autres affaires que de la première maison que tu as appris que tu n'as pas refait la deuxième parce que c'est... Ben, dans tous les projets, il y a toujours le cumulatif d'expérience, la synthèse de l'expérience que tu... Chacun de nos projets a amené, on a modifié, on est un peu expérimental dans la vie, on aime ça essayer des affaires. Puis je t'avouerais que la dernière maison, c'est vraiment la somme des expériences qu'on a vécues, que ce soit à la ferme. Tu sais, je remonte à la ferme où on a fait des modifications sur notre maison, on a fait des rénaux sur la maison, mais surtout, on a fait des serres, on a fait des essais par rapport à ça, des caveaux de légumes, machin. Après ça, dans la deuxième maison, c'était solaire passif, c'était le foyer de masse, c'était des murs en paille, isolés avec des ballots de paille, je veux dire. Bon, ben ça, on a retenu ce qu'on aimait de ça. C'était des fenêtres qu'on avait toutes fabriquées, porte-fenêtres qu'on avait fabriquées nous-mêmes à ce moment-là. Et ou recycler. Après ça, dans l'autre maison, porte et fenêtre qu'on a acheté usagé, qui était un retour d'un client chez Phenotech, quelqu'un qui avait probablement pas aimé pour une raison ou une autre, la couleur, je sais pas trop. Il avait fait enlever toutes les fenêtres, puis eux autres, il y avait ça dans le storage. Fait que on avait payé. On a quand même payé un bon prix pour toutes les portes et fenêtres. Puis c'est drôle parce qu'on a acheté les portes et fenêtres comme 6 mois avant de construire. Là. On a fait même modifier les plans en fonction des portes et fenêtres qu'on avait. On les avait achetés avant. Du coup, bref. Cette maison-là, qu'est-ce qui était intéressant qu'on a? Ben, tout le parement, de la façon qu'on l'a utilisé. On a le côté serre sur le long de la maison. C'est quelque chose qu'on a appris là. Fait que, bref, tout ça s'est retrouvé dans le dernier projet. On a fait des choix. On a gardé, on avait aimé les murs de paille à telle place, good. On a aimé l'histoire de la serre attenante à la maison, good. On avait fabriqué nos portes à l'autre place, des portes puis des fenêtres, mais là, on a tout fabriqué cette fois-ci dans cette maison-là avec du cèdre, etc., etc. On a vraiment la forme de la maison, la forme de la deuxième maison, le toit, la toiture, la pente de toit, mais c'est celle qu'on retrouve dans, plus ou moins dans la nouvelle maison. Bref, c'est le fun parce que ça nous a permis de faire des choix. Puis c'est pour ça, souvent, quand les gens me disent « Ah, c'est quand la prochaine? » Il n'y en aura pas d'autre. Regarde, on est bien dans cette maison-là, puis elle comble nos besoins, puis elle a été longuement réfléchie. Oui, c'est ça, parce que là, t'as pris plus le temps. Là, t'as acheté un papier. Ben, je sais pas, est-ce que vous étiez déjà propriétaire du terrain ou non, vous avez acheté le terrain? Parce que
c'est quasiment un lot. Je t'annonce que pour construire dessus, il faut que tu sois propriétaire. Voilà, oui, on l'avait déjà acheté. Mais je sais pas si vous l'aviez déjà, c'était des moutons dans la famille, de quoi? Non, c'est le terrain. Écoute, c'est un super beau terrain. Quand j'étais jeune, moi, je restais dans le secteur où ce qu'on est maintenant. C'est à la rue Gendron, pour ne pas la nommer. Puis on allait tout le temps jouer dans les champs en arrière, puis on faisait plein de jeux sportifs avec la gang voisine. T'sais, nous autres, on était la gang de la rue Gendron, puis il y avait la gang des Tremblay. On va dire, qui habitait tout ce secteur-là. Tremblay-Castonguay dans le secteur Castonguay. Ça fait que là, on jouait au baseball contre eux autres, on jouait au football, on jouait au drapeau. T'sais, quand on était jeune, là, on n'avait pas de tablette dans le temps, ça fait que... Mais on écoutait la télé pareil, mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on avait une gang adverse, là. Ben, cette gang-là, qui sont devenus des amis, ça n'a jamais été des ennemis, c'était déjà des amis à ce temps-là. Ben, le père d'un des gars de la gang adverse, si tu veux, ben, il y avait ce terrain-là il avait obtenu, c'était le terrain de son père puis de son grand-père avant. C'est vraiment un terrain familial qui est quand même assez grand puis qui donne sur le lac Castonguay. Qui est plus un étang qu'un lac en passant. Parce que dans le fond, il n'y a pas d'entrée et de sortie d'eau tant ben, il y en a un peu, là, mais c'est vraiment un lac qui s'atrophie tranquillement, pas vite, puis qui s'asphyxie. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui s'en viennent là. C'est une belle place pour les oiseaux. Pendant l'immigration, ça se remplit d'oiseaux. Puis il y a un beau sentier d'ailleurs pour les amateurs qui regardent. Je pense qu'on se stationne dans le rang en arrière. Oui, dans le rang Saint-Joseph, ça donne là-dessus. Nous autres, on a déjà dit à la ville, ça pourrait être le fun si le sentier faisait le tour. Tu sais, un sentier piétonnier pour faire de l'observation d'oiseaux. On est ouvert à l'idée, ça va peut-être se faire un jour. Bref, ça va dépendre de la volonté politique. Et des voisins, parce qu'il faut que tout le monde, accepte que ça passe autour. Vous avez quand même une bonne portion, parce que je pense que le terrain, il va jusqu'à l'autre bord du lac, un petit peu. Là. Non, mais nous, il va jusqu'à une île, mais il va, en tout cas, bref. Il ne se rend pas à l'autre bord. Non, mais en tout cas... Un autre dossier encore. Mais on était rendu où dans ça? On était rendu qu'on parlait de la construction de la troisième maison, puis là, je te demandais le terrain, vous l'aviez acheté. Oui, mais c'est ça. Ça fait que donc, on a acheté le terrain à ce monsieur-là. Quand j'ai vu le terrain, j'ai dit, waouh, c'est le fun, parce qu'il y avait une zone construisible. Il y a une zone verte, là, zone agricole, que tu peux rien faire de construction autre que des bâtiments agricoles. Mais il y avait quand même une partie qui était zonée blanche. Fait que là, j'ai vu le terrain. J'ai commencé par appeler mon ami, de celui qui a mon âge, là, pour lui demander si le terrain, son père, si un jour il pensait revenir dans la région. Il m'avait dit non, il dit mon frère non plus. Fait que il dit je vais te donner le numéro à mon père, appelle-le puis check ça avec lui. Fait que j'ai parlé avec son père, puis on a fini par s'entendre. Tu sais, au début, on s'entendait pas. C'était quand même un grand terrain. Mais bref, on a trouvé le terrain, on l'a acheté. Puis là, après ça, ça a été un long processus décisionnel avec la ville. Là. Parce qu'il fallait faire un changement de zonage. Même si c'était zoné blanc, c'est zoné agroforestier, c'est-à-dire la ville d'Amqui considère tous les terrains dans son enceinte, tous les terrains qui sont agroforestiers, c'est comme une banque foncière qui va un jour être construisible. Mettons ça de même. Je comprends, c'est des terrains qui ont la capacité d'être construits, mais il faut que tu changes ce zonage-là. Il faut que ça devienne un zonage qui s'appelle HA, habitable, habitation faible densité. Fait que ça a été un long processus parce que, la ville avait déjà eu un œil sur ce terrain-là, puis il aurait aimé ça faire un grand développement, sauf que le terrain est un terrain hyper escarpé. Tu sais, il y a des côtes, il y a des pentes. Je m'en rappelle, pour être allé là, m'avoir glissé là quand on était jeune. Je veux dire, c'était un terrain, tu peux pas on n'est pas à Rio de Janeiro, là, avec des maisons qui montent dans la montagne jusqu'au sommet parce qu'il y a des milliards d'habitants, millions d'habitants qui essayent de... Non, on était à Amqui, là. Ça fait que là, eux avaient dans la tête, ça aurait été le fun de mettre 30 maisons avec un système de haut aqueduc. Mais tu sais, juste monter l'eau pour l'aqueduc, aurait fallu une affaire de surpression. Ça coûtait, je pense, pour chaque petit terrain qu'ils voulaient faire, ça aurait coûté juste 100 000 à amener service puis la rue là, avant même de vendre le terrain. Ça avait zéro bon sens. Fait que OK. C'est pour ça que je te dis que ça n'a pas été un processus facile. Eux avaient eu l'idée d'acheter ce terrain-là et d'en faire du développement. Moi, j'ai l'impression qu'il n'avait jamais marché avant de dire on devrait faire 15 terrains avec des installations septiques ou bien de faire 30 terrains avec les services puis des rues de la ville. Fait que bref, on en est ressorti, tout le monde a grandi là-dedans parce que finalement, les gens de la ville ont fini par faire, OK, effectivement. Ils ont fini par voir que c'était plus difficile un peu de faire des maisons là. Je pense que oui, mais tu sais, il y a eu une étude de monnaie qui a été faite pour étudier comment faire une rue là-bas, puis ce qui a sorti là, c'est une étude qui a été mandatée par la ville à une firme d'ingénierie quelconque. Là. Puis bref, quand les coûts
ont sorti, c'était des coûts démesurés juste pour faire un petit bout de rue, pour développer juste un petit secteur de ce terrain-là en question. Écoute, je pense que ça revenait à au-dessus d'1 million pour faire un bout de rue d'à peu près 100 mètres. Ça avait comme aucun bon sens. Il n'y a pas personne qui va... Fait que là, je pense que finalement, les gens ont tout... Faut s'adapter. Là. Les règlements, c'est important. Puis moi, je suis les règlements, je les écoute, je veux dire, je comprends pourquoi ils sont là. On vit en société. S'il n'y a pas de règlement, ça va être... Il faut les pousser un peu, les analyser, dire ça a-tu du sens pour tout le monde? Il faut les analyser puis voir est-ce qu'il y a possibilité d'adapter. Est-ce qu'un règlement, c'est pas fait pour être coulé dans le béton puis ne pas bouger jamais. Je pense qu'un règlement, c'est fait pour donner des balises. Puis il faut juste que les gens prennent le temps de les regarder puis dire OK, en quoi ce règlement-là n'est pas adapté, puis de quelle façon on pourrait l'adapter, puis il faut faire l'effort de le faire. Oui. Des fois, on a l'impression que les choses ne veulent pas bouger parce qu'il y a un manque de volonté à ce que les choses changent. C'est plus facile. C'est facile, là, moi, je vais aller tranquille m'asseoir chez nous le soir dans mon divan. Je ne vais pas penser à... Non. On a un travail à faire, faisons-le de façon consciencieuse. Fait que moi, pour l'instant, je te dis, ça va bien. Mais ça a été dur. Là. On a eu quelques mois où on a trouvé ça ardu parce qu'on avait ce projet-là. Puis on trouvait ça difficile. En plus, j'imagine que vous avez acheté le terrain avant, puis après ça, vous avez comme réalisé après. Il y avait tout ça. Puis tu sais, c'est que une année, on vendait notre autre maison. Ça fait qu'il fallait que... Il y avait une question d'échéance puis de délai. Mais regarde, tout a fini par rentrer dans l'ordre. Puis... Puis là, justement, on parlait justement d'aqueduc puis de l'eau. Tout. Là, vous avez de quoi vraiment différent de champ, on va dire champ gauche, un peu expérimental dans cette maison-là. D'abord, tu sais, à la ville, pour pouvoir te construire une maison, tu as l'obligation soit d'être desservi par l'eau, l'aqueduc, les services de la ville, ce qui n'était pas possible, nous, parce qu'on est beaucoup, beaucoup trop élevé. Il n'y aurait pas suffisamment de pression, ça ne pouvait pas se faire. Fait que si c'est pas le cas, mais à ce moment-là, il faut généralement un puits artésien et puis il faut aussi une fosse septique puis un champ d'épuration. Nous, puis pour avoir le permis, écoute, je vais te conter une petite joke. C'est que pour avoir le permis, c'est indiqué dans les règlements, puis j'ai pris bien le temps de les lire attentivement. Ça disait que fallait... La seule obligation, c'était la fosse septique et le champ d'épuration. Pour ce qui est de l'eau potable, c'est pas une obligation. Fait que on a donc construit notre bâtiment avec une fosse septique, un champ d'épuration, que les inspecteurs, les gens sont venus s'assurer que tout est fait conforme, blabla. Puis quand est venu le moment de nous donner le permis, ils nous ont octroyé le permis pour faire le champ d'épuration, on dit « Hey! T'as pas dans ton rapport, parce qu'il a fallu faire un rapport par une firme spécialisée dans la gestion des eaux. Ils disaient, hey, ton puits artésien, il est où? Il n'est pas indiqué au rapport, parce qu'en temps normal, c'est toujours là. C'est ça. Tu sais, t'as besoin d'eau pour vivre. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai dit, il m'avait déjà délivré le permis. Il a comme vu en me le donnant. J'ai dit, non, mais ça, je t'en avais pas parlé, mais j'avais peur que ça amène d'autres délais. OK, j'ai joué un peu. J'ai joué cowboy un peu. T'as joué un tour. Un peu. J'ai pas joué un tour. J'avais lu le règlement, puis ça me disait juste que t'avais ça. Fait que lui, il a bien fait de mettre mon permis. Mon permis, c'était correct. C'est juste que c'était surprenant qu'il n'y ait pas ça. Puis il me l'a demandé. J'ai dit non. J'ai dit à cette heure que tu m'as donné le permis, je vais t'expliquer. C'est parce qu'on veut avoir de l'eau différemment. On veut récupérer toute l'eau de pluie, puis que ça devienne notre eau de consommation, autant pour nos appareils, douche et compagnie, que pour notre consommation personnel boire en la filtrant, bien évidemment, puis en l'entreposant, etc. Fait que c'est ça qui est un peu flyé. Oui, c'est ça, parce que vous avez carrément comme fait une pièce dans le sol. Oui, c'est ça, sous la terre, dans le fond, parce qu'on a un solage en béton là, sur cette maison-là, plus traditionnelle. Encore cette idée-là, on prend du béton, mais on va dire que c'est écologique parce que on veut que la maison dure des centaines et des centaines d'années, puis que plusieurs générations s'y succèdent. C'est l'idée de base. Mais donc, oui, en béton. Mais ce qu'on a fait, c'est que c'est carrément un réservoir en béton qui est, lui, en bonne partie dans le sol, isolé avec fameux styrofoam encore, là, sur toutes ses faces, sauf sauf en dessous. La partie qui communique avec le sol, là, qui parce que j'imagine que vous êtes en dessous du gel. C'est 8 pieds dans le sol. Puis écoute, avec les dimensions qu'on a, ça peut contenir 41 000 litres d'eau. C'est bon, 41 000 litres, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Oui, parce que vous êtes quand même beaucoup dans la maison aussi. Oui, c'est une maison, là. C'est une maison c'est ça. Mon frère, mon père habitent dans la maison avec nous. Nos enfants sont là, mais ils sont pas toujours là parce qu'ils sont partis aux études. Mais quand ils reviennent avec le blonde ou le chum ou en tout cas, peu importe, ça fait du monde pas mal. Mais bref, 41 000 litres,
quand on a fait cette maison-là, on a une très grande toiture. Là. On a une grande surface de toiture. On a regardé c'est quoi les précipitations dans la région moyenne annuelle depuis les 20 dernières années ou les 50 dernières années. Combien il tombe d'eau à Amqui, incluant la neige, si tu veux. Là. Si toute cette eau-là, on la récoltait, comment ça ferait d'eau annuellement? Puis après ça, on est allé voir sur des sites combien consomme un Nord-Américain ou un Canadien moyen d'eau. C'était fascinant. OK. Non, mais je veux dire, on se disait, ça se peut pas qu'on consomme autant d'eau, mais ça a l'air que oui. Ouais. Mais bref, encore là, t'as un chiffre. Je peux te dire des chiffres qui sont à peu près, là, mais il semble que nous autres, ce qu'on avait évalué, c'est qu'avec la quantité d'eau qui tombait, on aurait pu récupérer peut-être 250 000 litres d'eau par année. OK. T'sais, on utilise, on remplit. À mesure où on pourrait tout admettons qu'on pourrait tout entreposer. Là. Ouais. Il y a l'équivalent peut-être de 250 000 litres selon la superficie de toiture qu'on a puis la quantité d'eau qui tombe à chaque année. 250 000 litres. Pour une famille de 4 ou de 6, là, la consommation d'eau annuelle, me semble, je te dis de mémoire, là, une affaire comme 1,4 million de litres d'eau. Là, j'en revenais pas. Ça se peut pas. On utilise 1 million. 3 douches à 20 minutes par jour. Puis je veux dire, probablement qu'il y a des endroits où ça peut se faire. Là. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on parle de nos voyages, parle le mode de vie tu sais, quand on est parti en camion pendant 6 mois, on avait une réserve d'eau de 100 litres. Là. On prenait des douches en arrêtant dans un camping, puis on a appris à gérer l'eau de façon complètement différente de quand on vit normalement dans une maison chez nous, là, puis qu'on a le train-train quotidien. Fait que pour ça, tu sais, mon père a vécu quand même un certain nombre d'années tranquille dans son chalet où il devait pomper l'eau à la main là, dans les dernières années. Fait que lui aussi, c'est pas un hyper grand consommateur d'eau. Ben, c'est tout le concept. Là, quand on était jeune, on se faisait dire ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Là. Au début, l'eau n'était pas un souci. Tout le monde en prenait comme il voulait. Puis là, graduellement, on a comme introduit des... On est-tu tôt tard? Non, je checkais juste à peu près... My God, ça fait déjà... Ça passe vite, ça fait déjà... C'est pas grave, là. Comme je te dis, mais même si ça dure 2 heures, c'est pas grave. Ouais, mais on fait quoi aussi, là? Ouais, c'est ça, on se rendra pas à 2 heures. Non. Ouais, c'est ça. Fait que, on a tout introduit tranquillement, pas vite. En tout cas, on essaie, dans la population en général, d'avoir des habitudes de vie qui font qu'on consomme moins d'eau. On peut aller faire un pipi dans la toilette, puis attendre qu'il y ait un autre pipi ou une grosse job qui se fasse avant de flusher. C'est un exemple. Les pommes de douche qui consomment moins d'eau. Il y a plein de possibilités comme ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que nous, finalement, notre 41 000 litres, on avait bien des craintes par rapport à ça, mais je t'annonce qu'on est vraiment raisonnable dans notre consommation d'eau. Puis... Vous n'avez jamais manqué. Non, le plus... Surtout l'hiver, c'est peut-être là qui est Ben voilà, quand il tombe de la neige, il n'y a pas d'eau qui rentre en dedans. Puis cette neige-là, l'hivante, elle ne se retrouve pas toute dans notre réservoir au printemps quand ça fond. Hein. Non, c'est ça. Mais je peux te dire là, que si on part du principe qu'on a 41 000 litres d'eau à l'automne, après les pluies, là, ça se remplit puis ça vient bien plein, puis c'est le cas. Le plus bas qu'on s'est rendu dans l'hiver, c'était 28 ou 29 000. Ah ouais, OK. Ouais. Genre rendu à la fin de l'hiver, mettons. Ouais, mais c'est parce que, tu sais... C'est assez rare ces temps-ci qu'il n'y a plus de redoux. Fait que il pleut au mois de janvier, comme ça arrive fréquemment, ou au mois de décembre, là, ça remonte le niveau d'eau, effectivement. Fait que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la gang qu'on est là, on consomme peut-être entre 1000 et 2000 litres d'eau par semaine. OK. Et 2000, je pense qu'on ne l'a jamais vraiment atteint. Là. Mais bon, on va dire là, que entre 1000 et 2000. Okay. Ça veut dire que si tu penses qu'on a 41 000 litres d'eau et qu'on en prend 1000, mettons, là, dans le minimum, là, ça nous donnerait 41 semaines. Là. Ouais, c'est ça. On fait quasiment l'année. Là. Ouais. Puis, tu sais, même à ça, mettons, c'est 2000 litres par semaine environ. Mettons qu'on. Mettons qu'on dit, ça fait 20 semaines. C'est 110 000, mettons, tu sais, au bout de l'année. Là, c'est pas. Puis ça représente 20 semaines où on peut ne pas avoir d'eau si on est à 41 000. Ouais, c'est ça. Puis il nous en reste encore. Mais, tu sais, avec ça, système de filtration, on a mis vraiment. En 4 étapes, si tu veux. Il pourrait y en avoir une 5e qui s'ajouterait il aurait pu y en avoir une 5e si on avait jugé ça nécessaire, mais pour l'instant, non. Parce qu'on a vraiment une préfiltration de 50 microns qui enlève toutes les particules qui pourraient se retrouver dans le réservoir, là, qui descendent des toits. Mais avant tout ça, c'est vrai, notre gouttière, on a mis... c'est un renfort de gouttière. Souvent, quand des toitures en tôle, que la neige descend, ils offrent ça. Là. Soit tu as des petits clips qui viennent tenir la gouttière, ou tu en as maintenant que c'est des clips complets. C'est comme une tôle perforée, plein de petits trous. Pour empêcher les feuilles, mettons. Exact. Fait que nous, on a ça. Fait que ça fait donc une filtration
tout ce qui est plus grand qu'un millimètre rentre pas. C'est des petits trous d'à peu près 1 millimètre. Là. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vraiment des mini-trous. Fait qu'après ça, une fois dans le réservoir, c'est filtré. Quand ça sort la première fois, préfil de 50 microns, qui, dans le fond, 50 microns, on va dire que c'est un 50e de millimètre. Ouais, c'est mini, là. Ouais, c'est pas gros. Ouais. Puis par la suite, c'est filtré à 5 microns, filtre de sédiment à 5 microns. Puis après ça, on a un filtre au charbon. OK. Ça, c'est de base. Toute l'eau de la maison est filtrée comme ça. Okay. Fait que quand je me brosse les dents, c'est filtré au charbon. Là. Moi, j'ai déjà été faire du camping avec une petite paille au charbon, puis ramasser de l'eau stagnante, puis boire ça, puis j'ai encore envie. Là. Ouais. Mais la 5e étape, ça serait... La dernière étape, c'est parce que dans la cuisine, étant donné que la majorité de l'eau qu'on boit, l'eau de consommation, etc., ça vient de là, on a mis une osmose, un système de traitement à l'osmose. Fait que cette eau-là est pratiquement déminéralisée. Là. OK. C'est quasiment de l'eau bouillie. C'est pas bouillie, mais évaporée. Distillée. Oui, merci. C'est quasiment de l'eau distillée. Ouais, là, c'est moi qui trouvais les mots. Fantastique! Mais dans le fond... c'est surtout que dans le fond, pour l'osmose va faire que c'est plus. Ça enlève-tu les bactéries nécessairement? Y a-t-il un risque quand même? L'eau de pluie, j'imagine, c'est quand même relativement. Il reste la possibilité. Je me souviens plus, là, mais tu sais, il y a virus, bactéries, là, puis c'est lequel des deux qui est le plus petit? Là? Ah, je sais pas. Il y en a un qui est vraiment petit, là. En tout cas, ça doit être virus. Ça doit être virus. Ouais. L'autre traitement possible qu'on n'a pas ajouté, là, ce serait un traitement au rayon UV. Ouais. C'est-à-dire que tu as une grosse lampe, là, puis ça passe là-dedans, puis ça tue toutes les virus, les bactéries possibles qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Ouais. Mais on n'a pas jugé nécessaire. Il faut dire que notre eau est entreposée dans un réservoir dans la terre. Ça fait que d'abord, elle ne vient pas chaude. Elle reste à 8-10 degrés gros max Celsius. Puis on injecte de l'air. On a une petite pompe là, qui envoie de l'air dedans. Comme pour les poissons un peu, mais... Ouais, mais pour l'eau. Juste pour pas qu'elle stagne tout seul, qu'elle s'arrête là. Ça. Puis, c'est ça. Tu te ferais ramasser avec un fond comme... De slime? Ouais, de la slime. Ouais. Slime. je cherchais le mot, mais de la slime. On parle ici d'un dépôt visqueux. Visqueux, ouais. C'est ça. Ouais, mais écoute, je te dis pas que ça se fera pas. Puis éventuellement, moi, je m'attends peut-être à toutes les quelques années de prendre le temps de le vider, de nettoyer comme il faut le réservoir. Mais comme je te dis, vu que c'est pas l'eau n'est pas entreposée dehors dans un réservoir comme à Carleton ou il y a comme un réservoir dans les airs en plein soleil. Là. Ouais, tu sais, j'imagine que l'eau là-dedans, elle doit venir chaude un peu. Il faut qu'elle soit vraiment traitée par après parce qu'il doit se développer. Ça va faire une soupe à bactéries. Fait que dans le fond, ton eau est plus douce chez vous, parce que là, je reviens au filtre puis à la déminéralisation. Là. Ton eau est plus douce chez vous que celle-là de la ville d'Amqui, parce que moi, je peux te dire que l'eau chez nous est dure. Oui, mais en tout cas, je peux-tu te dire que j'adore l'eau de la ville d'Amqui? Ouais. Puis, tu sais, tous les efforts qui ont été faits par le passé pour éviter qu'elle soit fluorée, chlorée ou peu importe. Fluorée? Oui, ils voulaient mettre du fluor dedans. Puis, même du chlore aussi. Là. Moi, à Lévis, des fois, j'ouvrais l'eau, je suis comme... non, c'est ça. Ça sent la piscine. Là, pour avoir habité à différentes villes dans le Québec, là, au fil des ans, je peux te garantir que l'eau d'Amqui est exceptionnelle. Genre, à peu près 2e après Amos. Non. Je suis déjà allé à Amos, puis les gens disaient que c'était la meilleure eau au Québec. Puis là, je leur disais, moi, je viens d'Amqui. On va dire que c'est la 2e meilleure eau au Québec. Pas m'assiner qu'eux autres. En fait, il y a un lien aussi avec la captive. L'eau qui est bonne à Amqui, ça fait-tu de la meilleure bière? Tu sais, il y a 4 ingrédients de base dans la bière. Hein? Le houblon, le helm. Houblon, eau, levure, malt. Bref, tu as 4 éléments de base. S'il y en a un qui est d'une qualité exceptionnelle comme l'eau, c'est sûr que ça peut aider. Après ça, il faut que tu aies des bonnes qualités pour les 3 autres. Puis un magicien pour faire de la bière. Oui, c'est ça, parce qu'à Montréal, il y en a des microbrasseries. C'est vrai qu'ils n'ont pas le choix de prendre leur eau, j'imagine. Probablement qu'ils vont déchlorer, défluorer, je sais pas trop. Ils vont la traiter pour qu'elle soit exemple de ce goût de chenoute-là. Bon, pour en venir on va pas leur dire aux Montréalais que leur eau goûte la chenoute, mais entre nous, on peut se le dire. Ouais, c'est ça. Mais moi, il n'y a personne qui nous écoute de toute façon. Parfait. N'écoutez pas cela à l'extérieur de la région de la vallée de la Matapédia. Fait que, t'aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un justement qui va se construire ou de quoi, qui veut se construire dans la vallée? Oui, le premier conseil, c'est celui que je t'ai donné tantôt.
Construire en fonction du terrain. Hein? Un bon Faire exemple. la conception de la maison ou trouver la maison que vous souhaitez en fonction du terrain où ce qu'elle va aller et non l'inverse. Ça, c'est le premier conseil. Le soleil, il coûte pas une scène. Pensez au soleil dans l'achat de votre terrain puis dans la conception de votre maison. Parce que le soleil, c'est votre ami. Il est en mesure, si tu sais bien l'utiliser, c'est sûr qu'il peut être votre ennemi aussi. Là. Une maison qui a une pleine fenestration puis il n'y a aucun par soleil, qu'il n'y a aucune façon de gérer le soleil d'été puis que le soleil rentre en plein été ou au printemps, à l'automne, il y a de la surchauffe. Là. Tu sais, je veux dire, il faut qu'elle soit conçue en fonction de. Mais le soleil peut être votre ami puis il ne coûte pas une scène. À la base, ça, c'est le plus grand conseil. Pour le reste, puis ça a été, dans mon cas, j'ai pas réussi à suivre le conseil que je vais donner. Là. Small is beautiful. Ouais. C'est vrai que tu as été réputé pour les grosses maisons quand même. Ouais. Le minimalisme, c'est payant dans le sens où ça coûte moins cher. Puis, je veux dire, quand tu vis avec une hypothèque pendant 35 ans parce que tu as fait une trop grosse maison versus tu réussis à cibler bien tes besoins, puis tu te fais une maison qui répond à tes besoins et donc qui n'est pas excessivement grande. Non, c'est ça. Je parle même pas de tiny house parce que ça, c'est un autre dossier. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que tu n'as même pas le droit de te faire une tiny house à Amqui. Ah ouais? Ouais, il y a à Amqui, je vais dire dans l'ensemble des municipalités du Québec, de la majorité, il y a un règlement qui dit la maison doit avoir au moins telle superficie. Puis les tiny house, il faut des règlements spécifiques pour réussir à te faire des tiny house. Ah ouais. Ah ouais, c'est surprenant, hein? Ouais. En tout cas, tiny house ou mini-maison en français, pour ceux qui font des recherches. Moi, je peux te parler un peu de moi, qu'est-ce que j'avais pensé comme genre de maison. T'as qu'à y aller. J'avais pensé me faire une maison où les chambres, en fait, parce que, tu sais, avec un toit qui est justement en pente d'un côté, puis prendre justement le côté haut pour faire juste comme les lits en haut. Fait comme ça, t'économises de l'espace parce que t'as pas besoin d'avoir une méga chambre parce que tu vas avoir ton lit puis tout. Parce que tu sais, je me rends compte de ça chez nous. Je suis comme ça, j'ai une grande pièce, mais j'ai cette petite grosse affaire-là qui traîne à terre à cause qu'il faut que je dorme dessus. Tu parles de ton lit, là. Cette grosse affaire-là qui traîne à terre. C'est ça, exactement. Je prends le 3/4 de la pièce. Ben, 3/4, mettons la moitié de la pièce. Tu sais que s'il sera en hauteur, ben t'as toute ta pièce-là pour, tu sais, moi, je fais du montage vidéo, j'ai tout. Fait que, tu sais, j'ai un ordinateur, j'ai des guitares, j'ai des affaires. Fait que là, tu sais, au moins, en mettant ton lit en hauteur, ben, tu sais, tu vas avoir une pièce. T'es dû pour une visite, finalement. C'est ça qu'on a fait chez nous. OK, fait que vos lits sont... Ben, les enfants, on a fait d'un côté... particulièrement la chambre de mon... On va l'appeler numéro 3, pour pas les gêner, mes enfants. Fait que... c'est beaucoup moins gênant de leur donner les numéros à la place. Ben oui, mais c'est parce que, je veux dire, j'essaie de le faire incognito. Ouais, c'est ça. Okay. Alors, numéro 3, on a fait justement ça parce que notre maison est monopente, comme tu disais. Puis dans la partie haute de sa chambre, c'est son lit. Puis en dessous, il y a un bureau puis un espace. Puis on a fait ça dans notre chambre, nous. Moi et Marie-Jo, on a un lit en hauteur. Puis en dessous, on s'est fait un espace télé. Parce que là, en fait, ce qui est étonnant, c'est ça occupe un espace sur le plancher, mais mettons qu'on a assez grande chambre puis qu'on peut faire ça. Ben, mettons là que je voulais. OK. Pour t'expliquer ça, il faudrait que je commence par le début. On a décidé de ne pas mettre de télévision dans la pièce, dans les pièces communes. Exactement. Dans les pièces partagées par tout le monde parce que une télé, c'est un gob attention, c'est fou. Là. Déjà, maintenant, on a les tablettes, les téléphones qui le font par défaut. Si en plus, j'ai été élevé de même, là, la télé était ouverte dans le coin tout le temps. Là, il y avait les nouvelles, puis il y avait les petits bonhommes qui passaient. On était tout le temps en train de regarder ça. Fait que là, on s'est dit, dans les pièces communes, on le fera pas. Puis, tu sais, exemple, mon père écoute le hockey. Moi, j'écoute pas le hockey. Mais si la télé est ouverte, je vais regarder le hockey. Mais je l'écoute pas en temps normal. Fait qu'on s'était dit, chacun dans ses pièces, dans ses chambres respectives, on aura nos appareils. Sauf que, c'est pour ça que c'est là où je voulais en venir. Marie-Jo et moi, on est deux dans la chambre. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, elle veut se coucher de bonne heure. Là. Puis moi, je voulais écouter une émission. Mais là, j'écoutais, puis là, ça fait de la lumière. Même si je me mets des écouteurs, tu sais, c'est agressant, la télé là, qui se splash sur les murs. Là. Fait que finalement, en faisant ça, en mettant notre lit en hauteur, puis on s'est fait un petit espace en dessous, puis on a fermé ça. C'est comme quand j'étais jeune, on s'est fait une cabane en drap. Là. C'est le fun. Fait que là, on est en dessous, on s'est mis un petit divan, puis on peut écouter des films ensemble. Puis une année, sinon, qui est tanné, qui va aller se coucher, il va se coucher, puis il n'est pas dérangé par ça. Ben oui, c'est ça. C'est le fun. Fait que l'idée est bonne. Ouais, hein? Ah oui, parce que le lit, je veux dire,
ça prend de la place. Fait que si j'avais eu la même idée que toi, ça veut dire que je suis pas fou. Non, mais quand même, j'assume que c'est des idées que les gens partagent avec Pinterest. Là. Je veux dire, si tu veux des idées, va te promener sur Pinterest. Tu as appris beaucoup d'affaires en regardant genre sur Internet aussi? Ça, je laisse la partie recherche des idées, je laisse ça à ma blonde. Ah ouais, OK. Ouais, mais mettons, parce que dans veux pas, t'es pas charpentier menuisier, j'imagine, là, dans la vie. Fait que non, mais ton père, oui, là, mais je veux dire... Non, là, j'ai pas une formation de formation. T'as besoin de... Tu dis, hey, j'ai une idée, j'aimerais ça faire ça, ben... T'as-tu été... Oui, mais c'est tellement fantastique. Depuis 20 ans, la somme, la quantité d'informations que tu peux retrouver maintenant sur Internet par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans passés, c'est débile. Là. Mais oui, effectivement, mais même, tu sais, je suis pas un mécanicien, moi, m'a donné par exemple. Mais à un moment donné, j'ai eu un problème mécanique mon char, puis j'étais plus cassé que d'autres périodes. Je me suis dit, je serais peut-être capable de faire ça moi-même. T'as des tutoriels sur tout. Comment changer l'alternateur d'un Ford Aerostar 2022. Ça existe. Non, mais je pense que le dernier Aerostar, c'était probablement avant 2000. C'est un exemple. Mais il y a quelqu'un, à quelque part, qui a fait un tutoriel là-dessus, c'est sûr, tu le trouves. Il dit tout comment faire, c'est tellement plus simple. Fait que bref, oui, mais c'est vraiment intéressant d'aller chercher. Mais encore faut-il être... faire attention. Parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'informations. Là, je te donne un exemple. Il y a plusieurs groupes sur Facebook. Là. Moi, j'ai une serre passive, une maison solaire passive. Je me suis inscrit à un groupe sur Facebook qui s'appelle Maison et serre solaire passive. Il me semble que c'est ça le nom du groupe, quelque chose du genre. Puis là, une année, je voyais un gars qui a mis une photo d'une serre qu'il a mis, puis c'est un super beau setup. Puis il y a quelqu'un qui pose des questions concernant l'humidité puis le danger sur ce mur-là. Est-ce que ça peut être dommageable pour le mur, étant donné que c'est une serre puis que c'est plus humide? Hey, c'est une excellente question. Ça fait que là, on a eu un échange qui est vraiment un bel échange intéressant. Ça, c'est l'exception. Bien souvent, là, dans ces groupes-là, il y a un autre groupe, c'est Jardinage Québec, là, où je sais pas trop, là, je suis là-dessus. Puis là, j'en vois un qui met une photo de sa plante, là, puis il dit hey, « Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Là, t'as une photo, là. Là, t'as des avis, mon homme. C'est des acariens. Non, ça n'existe pas. Ben, je veux dire, ça existe, mais pas pour plantes. Ça va être de la tétranique. Ah non, c'est des trips. Ah non, c'est un manque de potassium. Rajoute des plures de bananes. Je veux dire, t'as 50 000 conseils. Ça va, là, dans tous les sens. Ouais, donc, il faut que t'en prennes et t'en laisses. Fait que les groupes comme ça, honnêtement... Je me suis permis de l'échange par rapport au serre passif parce que c'était le fun, c'était constructif, puis c'était effectivement c'était évident que la construction était soignée. C'est quelqu'un qui avait fait une démarche de recherche avant de faire sa construction, puis la question, elle se posait, puis c'est une personne que son mur est vraiment non conventionnel. Là. On parle d'adobe, de terre battue, natte de chanvre dans ses murs, puis un par air, il n'y a pas de coupe-vapeur, puis là, il me dit, oui, c'est un mur qui respire bien, qui tolère bien l'humidité. C'est vrai, en construction écologique, généralement, les murs n'auront pas de par-vapeur. Puis ça, c'est le contraire des recommandations du Code du bâtiment puis de la Régie du bâtiment. C'est contraire à la pratique conventionnelle de construction qui s'est établie depuis les 30, 40, 50 dernières années. Mais c'est une façon différente de voir ça. C'est de voir la gestion de l'humidité. On ne veut plus nécessairement tout couper. On veut permettre que ça passe, mais que ça sorte aussi. Bon, parce que ça, par vapeur, ça a un bien pour un mal. C'est-à-dire que ça l'emprisonne aussi de l'autre côté, de l'humidité, c'est-à-dire... Oui, c'est que ça peut pas circuler d'un bord ou de l'autre. Fait que si tu as une condensation... Fait que bref, dans le cas de la serre, que tu as un milieu chaud et humide d'un bord, si tu as un par-vapeur à l'intérieur puis un par-air à l'extérieur de ton mur, puis que ta serre est chaude et humide, mais là, l'humidité, elle va vouloir migrer vers l'intérieur, puis elle va se retrouver sur cette paroi coupe-vapeur-là, puis ben, elle a de fortes chances de condenser puis de faire éventuellement de la pourriture. Parce que elle ne peut plus aller plus loin. Ça va faire une surcharge d'humidité, puis à un moment donné, quand tu dépasses un certain niveau d'humidité relative, ben, il y a condensation. Ça va en fonction de la température ambiante aussi. Il y a une question de point de rosée. C'est pas simple, mais il y a lieu de se poser la question. Qu'est-ce que je fais si je fais une serre puis que j'ai un mur traditionnel? Nous, on a choisi d'inverser, mais c'est un danger. On a mis le coupe-vapeur, on a vraiment scellé par coupe-vapeur l'intérieur de la serre en se disant l'humidité de la serre, elle reste dans la serre, je veux pas qu'elle aille dans la maison. Puis, à la base, c'est bien. Mais il y a des situations où, en hiver, quand il fait moins 30, notre maison est chauffée à 20-22 degrés Celsius, admettons. L'air est chaud et humide parce que tout le monde prend des douches, des choses comme ça. Puis dans la serre à côté,
qui n'est pas chauffé. Ouais. Même si la température, dans notre cas, c'est le fun, la température est restée en haut de zéro. Là. Mais même si elle descend à 5 degrés Celsius, mais à 5 degrés Celsius, de l'autre côté, tu as 20, 22, 25, peu importe, avec l'humidité. Puis le coupe-vapeur, il est de ce bord-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir condensation sur ce mur-là de ce bord-là. Bon, il existe des membranes. J'ai vu une membrane, j'ai une connaissance aux États-Unis, en Oregon, dans l'État de Washington, en Oregon, qui s'est construit une maison. Puis là-bas, ils ont le problème d'être... c'est assez humide, là, le climat du Pacifique. Là. C'est chaud et humide, mais ça peut venir froid pareil en hiver. Fait qu'il y a une membrane, il y a une compagnie qui... il doit y en avoir d'autres, là, mais qui fait une membrane qui est coupe-vapeur et frein-vapeur. Et par air aussi. Okay. C'est-tu unidirectionnel? Non, c'est bidirectionnel. OK. C'est vraiment une membrane qui a plein de perforations. Okay. Puis, selon que les conditions s'y prêtent ou pas, c'est comme si ça se fermait. Ça se dilate. Ou ça... Regarde, j'aimerais comprendre la technologie. J'ai été voir les documents de la compagnie, puis c'était vraiment intéressant. Là. Il y avait des histoires de PERMS. Là, le PERMS, c'est la perméabilité à la vapeur d'eau. Puis ça indiquait que dans telles conditions, c'était coupe-vapeur. Avec tant de PERMS, là, ça, c'est coupe-vapeur. Puis avec tant de PERMS. Fait que, ce qui fait en sorte que dans eux qui ont des conditions changeantes, qui l'été vont justement avoir de la climatisation dans leur maison parce qu'il fait chaud, puis que finalement, il fait plus chaud et humide dehors. Donc, le danger de condensation vers le mur intérieur est élevé. Bien, dans l'autre sens, l'hiver, quand il chauffe la maison puis qu'il fait froid dehors, bien là, c'est l'autre mur qui pourrait subir une condensation. Mais la membrane intérieure, ils appellent ça une genre de membrane intelligente qui est coupe-vapeur quand ils sont en période hivernale, puis qui est par-vapeur quand ils sont en période... qui est coupe-vapeur puis qui est, qui est perméable à la vapeur d'eau quand ils sont en période d'été. Fait que super intéressant, mais bref. Fait que là, c'est probablement une membrane comme ça là, qui serait plus adaptée à une situation comme celle qu'on a dans notre serre. Mais bon, ça pour dire que j'observe. Je vais voir comment ça va réagir, puis je suis à l'affût de ça, j'en suis conscient. Oui, c'est ça, parce que encore là, c'est un peu de l'expérimentation. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une serre comme ça à côté de sa maison. Là. Non, mais c'est quand même c'est un des trois modes de serre qui sont à l'étude beaucoup dans les climats nordiques comme ici. Tu as des serres style Wallapini, là, si tu veux, qui sont complètement au sol, avec au creux du sol, avec le mur nord fermé complètement. Tu as les serres attenantes à des bâtiments, puis il y a les géodésiques là, comme en rond. Là. Dans le fameux groupe que je te parlais là, de solaire passif, là, maison et serre solaire passive, ou quelque chose du genre. Là. Il y a comme des documents, là, ils parlent beaucoup de ces trois types de... je sais que j'avais vu à un moment donné, je pense que c'était dans la semaine d'hiver, de quoi de même, là, que c'était une serre en rond, puis avec les fenêtres, ils ouvraient avec la chaleur. Là, c'est avec la cire d'abeille, je pense, dans les pistons. Là, puis, exact. C'est ça, tu es bien renseigné. C'est drôle, ils en vendent chez Lee Valley, ces petits cylindres-là. Ah ouais, OK. Ça coûte, c'est assez dispendieux, mais j'en ai déjà acheté des chipettes sur Amazon. Ouais. Finalement, il marchait pas. Il marchait pas. J'ai dit, je vais en avoir deux pour 60$ au lieu d'en acheter un pour 75$, mais je pense que c'était... Je pense que vous en avez mis de quoi qui ouvre. Mais moi, c'est juste un système pneumatique que j'ai mis. Là. C'est toi qui l'a... Non, ça fonctionne par... C'est des thermostats. OK, selon la température. La serre, puis ça s'ouvre tout seul, la ventilation part, mais... C'est ça, c'est juste que ça fonctionne à l'électricité. C'est l'important, l'avantage des cylindres à cire d'abeille, comme tu dis, c'est que ceux-là, c'est mécanique. Ça fait que ça fonctionne sans électricité. Crème, je ne retiendrai pas plus longtemps. C'est 1h20. Fait que j'imagine que tu as d'autres choses à faire dans ta journée. Fait ça. Fait qu'on aurait pu partir sur tes fenêtres en construisant en bois, que tu as fait toi-même, en fait. Oui. C'est ça. C'était la première fois que je faisais des fenêtres ouvrantes. C'était un défi, mais OK. Parce que t'en avais bâti sur ta deuxième qui t'a fait tes fenêtres? Non, c'est la première. La première, mais c'était des fenêtres fermées. Là. Celle que j'ai construite moi-même, c'était juste j'avais récupéré des thermos de porte-patio. J'avais fait des fenêtres fermées, là, qui sont pas non ouvrantes. Ça se dit. Tu avais récupéré des fenêtres ouvrantes pour ceux que tu voulais qui ouvrent. Exact. J'avais acheté ça dans un surplus de stock, là, les fenêtres ouvrantes. Mais dans cette maison, la dernière qu'on a faite, on a tout fait. Là, vraiment de A à Z, là, les fenêtres. Job, quand même. N'as-tu manqué une ou deux? Ou... Non, mais tu sais, c'est le genre de choses qui doit être bien planifié. J'avais fait des dessins, m'étais assuré de faire ça comme du monde. J'ai fait du rétro-engineering. OK. J'avais des fenêtres en bois dans ma deuxième maison.
celle que j'avais racheté, le lot qui avait été enlevé. Mais fait que là, je les ai ouverts, j'ai pris des mesures, j'ai regardé. Le rétro-engineering, c'est que tu pars de quelque chose, tu le déconstruis pour être capable de le refaire. Je pense que le terme, c'est reverse engineering. Ah oui, merci. J'avais dit comment, moi? Rétro. Mais ça sûrement que ça fait rétro puis reverse, ça se ressemble. Ouais, ça ressemble. Moi, je pense que ça doit être OK, reverse engineering. J'ai fait du reverse engineering en bon français, l'ingénierie inversée. Voilà. Hey, on va finir par devenir des vrais. Fait que, c'est ça, on aurait pu parler de ça. On aurait pu parler de plein d'affaires. Mais effectivement. T'as-tu des choses à plugger? Pas vraiment? Toi, je pense que oui, plugger. Non, c'est ça, t'as pas... j'aimerais plugger mon employeur. Ton employeur, non, c'est ça. Parce que maintenant, t'as plus d'entreprise à toi. T'es rendu un employé. Je suis rendu un employé. Je travaille dans une firme d'ingénierie. Tu travailles-tu au CEREX? Non, j'ai travaillé au CEREX un certain temps, mais là, non, je travaille pour Innovation Amérique ici. C'est une firme d'ingénierie qui se spécialise surtout dans la structure d'acier, structure de bois. Un peu, mais je dis surtout parce que c'est quand même assez large. C'est dans la construction, dans le fond? Un peu dans tout. Là. Exemple, dans la région, je sais pas si tu es allé aux Chutes à Philomène. Oui. Tu sais qu'il y a un pont, il y a comme une passerelle suspendue dans c'est eux autres qui ont fait la conception de ça. La passerelle à Amqui, la passerelle à cause apicale, c'est eux qui ont fait la conception, la structure, les dessins, tout ça. Là, tu travailles là-dedans? Oui, c'est quoi, je fais du dessin, dessin AutoCAD. Je suis dessinateur, officiellement. Tu étudié là-dedans ou t'as appris ça sur le tas un peu? On étire, hein? Non, c'est pas ça, c'est juste... Non, mais je suis juste curieux. Ma blonde est designer industriel de formation, puis elle a dessiné, donc par son métier, à la base, elle a dessiné AutoCAD en 3D, etc. Puis au fur et à mesure de nos projets, ça fait quand même 20 quelques années qu'on est ensemble, elle m'a enseigné à utiliser AutoCAD, puis on l'a utilisé dans tous les projets qu'on a fait. On a tout le temps modélisé nos maisons. Tu sais, avant de faire nos constructions, on avait déjà, je pouvais te dire, j'ai 869 morceaux de 2x4 parce que je les avais dessinés, modélisés toute la gang. Ça fait que j'étais capable de le voir. Puis pour moi, dans la réalisation, c'était beaucoup plus simple d'avoir déjà vu quelque chose en 3D, de pouvoir faire tourner la maison puis de la voir dans tous ses sens. Puis des fois, je me retrouvais, là, l'angle ici, je sais pas comment. J'allais sur AutoCAD, puis j'étais capable en réel de voir l'angle. C'est vraiment pratique. Fait que donc, j'ai fait ça. J'ai utilisé beaucoup pour faire nos plans de jardin. J'utilise beaucoup AutoCAD. Fait que donc, sans avoir une formation, ça fait quand même 20 ans que je travaille avec le logiciel. Puis, fait que là, je me suis retrouvé, étant donné mes connaissances en construction, même à la captive, j'étais allé chercher une licence d'entrepreneur constructeur-propriétaire dans le temps. Fait que, tu sais, j'avais fait les examens de la RBQ pour avoir le droit d'avoir une entreprise en construction, mais liée au bâtiment. C'est ça. Tu sais, tout ce background-là, celui d'avoir eu une ébénisterie, etc., c'est tout des... Ça arrive. Ça arrive pas toujours, mais ça arrive qu'il y a des compagnies ou des entreprises qui reconnaissent l'expérience comme étant aussi pertinente qu'un papier. Oui, même souvent même plus, parce que pas plus. Attends, c'est parce que moi, j'ai eu des bonnes astinades là-dessus, c'est parce que tu as des organismes ou qui malheureusement ne regardent à la base que la qualification. Et là, j'entends le papier. Le papier, oui. Et si tu n'as pas la qualification, ils prennent même pas la peine de regarder ce qu'il y aurait de plus. Tu es déjà flushé en partant. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la réalité, dans les faits, toi, tu vas être plus un esprit libre un peu parce que tu as l'ouverture de... Tu veux pas te designer tes maisons. Tu vas plus gratter. Tu vas pas nécessairement dire « Ah, moi, j'ai appris que dans le livre... » Oui, mais en même temps, puis je comprends pourquoi. La raison pour laquelle les gens vont souvent vouloir avoir la qualification et ne même pas tenir compte de l'expérience s'il n'y a pas la qualification d'abord, c'est qu'effectivement, il y a des règles à suivre et à respecter. Je veux dire, si je fais un dessin d'un gousset en acier qui est supposé tenir un contreventement dans une structure d'acier, puis que je le fais n'importe comment, je veux dire, il y a la règle, puis la règle, c'est, bon, il faut que ça résiste à telle tension. OK, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tant de boulons. Je veux dire, la plupart du temps, je me fais dire c'est quoi qu'il faudrait que je fasse, parce que c'est pas mon rôle à moi de calculer toutes ces charges-là, mais... je veux dire, il faut quand même que je sois conscient qu'il y a une règle à suivre. Puis la qualification m'aurait permis ça. Je veux dire, si j'avais la formation de... Ça fait que je comprends. C'est juste que je trouve que, surtout dans un moment de pénurie de main-d'œuvre comme celle qu'on vit actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'employeurs qui, malheureusement, ne sont pas capables de sortir du cadre d'évaluation de leur grille là, qui dit « Hey, toi, tu as des points pour telle affaire. » Puis ça les bloque, ça empêche un développement. Fait que je nommerai pas personne, ni aucun organisme, mais moi, j'ai le feeling
que parfois, l'expérience vaut bien des papiers. Ouais, c'est ça. Mais surtout que, tu sais, veux pas, tu travailles avec des gens qui peuvent confirmer ou infirmer tes propositions. Moi, dans le cadre de mon travail, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas comme si tu étais tout seul comme ingénieur. Ben, j'ai déjà... comme je suis pas ingénieur, c'est parfait. Non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, là, mais c'est ça. C'est que dans d'autres boulots, là, j'ai déjà eu cette discussion-là, puis je me dis, waouh, mais comment en tant que société, c'est sûr que quand c'est des fonds, quand c'est pas des fonds privés, là, des fois, les gens s'en foutent un peu. Là. Je veux pas dire que les gens qui travaillent avec des fonds publics s'en foutent toujours. Je veux juste dire que des fois, il y a comme il n'y a pas l'urgence de... Tu sais, dans l'entreprise privée, là, si t'es pas rentable, t'es dans la rue. Ouais, c'est ça. Dans le public, on dirait que t'as moins cette obligation-là, cette urgence-là, puis ça fait en sorte qu'il y a des décisions qui pourraient être prises qui sont étirées. Moi, c'est la lourdeur, en fait. Hey, là, on pourrait repartir ça. Je vais arrêter ça. Hey, ça suffit. Ce qu'on a dit avant était intelligent, là, on est en train de déblatérer. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça aussi des fois quand on passe des conversations. Hier, j'avais Issan, dans le fond, qui travaille à la MRC. Oui. Puis, tu sais, là, on s'est mis à parler justement de... Mettons que c'était plus de l'opinion qu'un peu. Mais c'était super intéressant. C'est le fun des fois. Mais... C'est correct, mais moi, je vais garder mon opinion. Non, c'est ça. Ouais, c'est bon. Je vais me garder mon opinion pour jusqu'au moment où on va fermer le micro. Ouais, c'est bon. Bon, mais merci beaucoup. À tous. Ah oui, c'est là que ça se passe. Comme... Là. Salut, là. Oh, salut, là.